Bonjour, chers camarades boursicoteurs. Aujourd'hui, je reçois notre fidèle collaborateur sur la chaîne, David Saint-Onge, pour parler, bien sûr, de Bitcoin, parce que oui, il y a un seuil psychologique très important qui a été surpassé par Bitcoin, le seuil psychologique des 100 000 Et aujourd'hui, on est là pour, bien sûr, parler de ça, fêter ça un peu, parce que Oui. David et moi, nous sommes bien sûr des Bitcoiners. Et on va parler d'autres trucs. On va parler d'un rapport sur la BCE qui critique Bitcoin. Donc, on va discuter de ça. On va parler du passage de David aussi à l'émission de Stéphane Bureau, Une époque formidable qui passe à Télé-Québec. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous avez pu le voir passer à l'émission. On va parler aussi de micro-stratégie, de son ingénierie financière qui l'amène à acheter des dizaines et des dizaines de milliers de bitcoins mois après mois pratiquement. Donc, est-ce qu'il y a un risque associé à ça? Et on va terminer la vidéo en discutant de la suite pour Bitcoin. Après les 100 000 qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que c'est le million de dollars? Ben, on va en discuter. Alors, on débute ça tout de suite, puis on va revenir, on va parler évidemment de ce seuil psychologique de 100 000 mais on va revenir sur certaines de nos prédictions. David, il était allé d'une prédiction à son dernier passage à l'émission ça fait En quelques mars. mois, en C'était mars en mars, dernier, ouais. ça fait quelques mois. D'ailleurs, David prédisait le passage à 100 000 pour Bitcoin. Par contre, si je ne me trompe pas, c'était en juin. Donc, Ouais, tu as été peut-être un peu trop optimiste là, par ouais. rapport à ta Quelques prédiction. mois. Quelques Quelques mois. mois. De Ouais. mon côté, j'étais pas aussi optimiste que toi. J'avais dit, je pense que oui, on va atteindre le 100 000 au courant de l'année, si je me rappelle bien, mais je n'étais pas allé. Donc, tes premières impressions là, à l'atteinte de cet objectif ou au Ben, dépassement de ce seuil psychologique? je suis super content d'un côté qu'on puisse dire I told you so. Tu sais, on avait raison un peu, les Bitcoiners, depuis longtemps. Moi, ça fait assez longtemps que je suis convaincu qu'on va dépasser le seuil psychologique du 100 000. Là. Ça m'apparaissait assez évident avec tous les derniers développements qu'on a eu dans les dernières années, les ETF, le dernier halving. Je pense que c'était assez clair qu'on allait passer par là. Je pense que, tu sais, on pourra parler à la fin est-ce qu'on va atteindre le million? Là, ça devient une discussion un peu différente parce qu'il faut parler de capitalisation totale comparée, disons, à des marchés d'actifs qui sont peut-être comparables. Est-ce que, je te donne un exemple très simple, Gabriel, on va parler de shitcoinery un petit peu. Il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi un market cap, tu sais. Si tu prends XRP, il y a des gens qui disent ah, écoute, si XRP va à 10 000 par jeton, ben, je vais être milliardaire. Genre, ouais, mais XRP ne peut pas aller à 10 000 si tu multiplies le coût par jeton fois le supply, comment on appelle ça, donc la quantité totale de jetons qu'il y a sur le marché. Ça fait un chiffre astronomique dans les dizaines de milliers de milliards, je n'ai pas compté, là, mais ça fait un chiffre qui dépasse la capacité de l'économie mondiale. Donc, on sait bien qu'en dollars actuels, ces jetons-là ne peuvent pas valoir, disons, 10 000 ou aller rejoindre. Il y a des gens qui disent si XRP rejoint Bitcoin, ça va valoir, je vais être riche. Mais non, mais ça n'arrivera pas parce qu'il y a une certaine quantité de jetons. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que là, on a dépassé 100 000, c'était assez évident, à mon avis, que ça allait faire ça, comme tu l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo, dans notre dernière vidéo. Mais pour le million, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis que là, il faut commencer à calculer en disant quelle sorte de marché il faut que ça absorbe pour qu'on puisse avoir assez de capital pour soutenir cette valeur-là. Donc, on va multiplier le 21 millions de jetons de Bitcoin fois, disons, 1 million, bien, ça donnerait une capitalisation totale. Puis, on va pouvoir en discuter. Est-ce que ça fait du sens? Donc, tout ça pour te dire que j'étais assez confiant depuis assez longtemps qu'on allait atteindre le 100 000. Donc là, c'est fait. Et tu as raison, c'est un seuil psychologique parce qu'on l'a vu à le mur moi, c'est la première fois que j'assiste à ça, à la destruction d'un mur. Comment on appelle ça? C'est Cell un, wall, un si cell on veut. wall, Ouais, exactement. c'est Donc, ça. euh, il y en a eu un à 100. Il y en a eu un à 10, je pense. Il y en a eu un à 100. En fait, à chaque seuil psychologique comme ça, il y en a un. Et c'est le fun de voir ça sur je pense que tes auditeurs sont familiers avec ces graphiques-là, où tu Ouais. as d'un côté l'offre et la demande. Et tu voyais bien qu'il y avait des gens qui mettaient des mises juste un peu avant 100 000 pour être sûr de. Ben, pas pour être sûr, mais pour essayer parce que
ils savaient bien que s'ils mettaient 100 000, comme il y a un mur, ben, leur offre n'aurait pas été Déclenché. déclenchée. Donc, ils mettaient juste un petit peu avant, puis c'est ça qui déclenchait. C'est ça qui faisait qu'on n'atteignait jamais parce que les gens peut-être voulaient. Et on a parlé dans notre dernière vidéo qu'on faisait référence, c'était le fameux seuil du plus haut sommet, du plus haut sommet précédent qui était à 69 000 quelque chose. On le voyait là aussi que les gens qui avaient acheté au top puis qu'ils avaient subi la baisse jusqu'à 16 000, ils voulaient débarquer, ils disaient hey, là, je suis even. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de le voir. C'est la première fois parce que moi, je suis ça depuis 2018. C'était la première fois que je voyais, que j'assistais à un mur de vente comme ça pour un seuil psychologique comme le 100 000 parce que ça faisait longtemps que. Mais le 10 000, c'est ça, le 10 000 était déjà passé quand je suis arrivé. Donc, j'ai bien aimé ça. Puis, paf, en pleine nuit, un matin, je me suis réveillé le 5 décembre. C'était fait. Et je me suis dit, yes, on va pouvoir enregistrer notre vidéo. Puis on va pouvoir. D'ailleurs, hein, Oui, on n'a pas on le peut punch. fêter ça. On peut fêter ça. Exactement. C'est On peut fêter ça. le C'était moment. effectivement une bataille épique là, à la Game of Thrones où le mur est tombé. On se rappelle pour tous les amateurs de cette série-là, quand le fameux mur là, du Nord tombe après l'attaque des hordes de White Walkers. Ben, c'était un peu la même chose qui était sur C'est ça, c'était très épique. avec finalement la chute du 100 000 $. Mais de façon plus rationnelle, on peut quand même tenter d'expliquer les raisons qui ont amené Bitcoin à passer le seuil des 100 000 $. Il y a plusieurs éléments au courant des dernières semaines, des derniers mois, qui ont favorisé la hausse du prix de Bitcoin. Puis je peux en nommer quelques-unes, puis on pourra peut-être commenter chacune d'entre elles. Ben, t'en as mentionné une, le halvening. D'ailleurs, on avait fait une vidéo, je pense que même c'était le sujet de notre dernière vidéo. Est-ce que la division de la prime de minage va avoir un effet sur le prix? Et il y avait un intervenant qui était passé à RDI qui, lui, argumentait que ça allait avoir aucun effet. Nous deux, on avait une position qui était opposée. On disait, ben, éventuellement, ça va avoir un effet compte tenu que la demande, elle est appelée à augmenter et que l'offre est diminuée de moitié, essentiellement. Puis là, on a vu un peu ce que ça a donné, mais on ne peut pas nécessairement attribuer non plus la hausse du prix de Bitcoin seulement à ça. Il y a d'autres éléments qui sont peut-être un peu plus spéculatifs, mais qui, à mon sens, ont poussé à la hausse le prix de Bitcoin. Par exemple, l'élection de Donald Trump, qui a une position beaucoup plus favorable à l'égard on va dire, des crypto-monnaies. Puis là, j'aime pas ça non plus. Peut-être qu'on fera une parenthèse là-dessus parce que, disons que j'ai un peu peur de ça. Mais il était quand même passé à la Bitcoin Conference. Il avait dit, bon, les Bitcoiners, vous allez m'aimer, etc., etc. Non, on s'attend à ce qu'il y ait des politiques qui soient beaucoup plus flexibles, qui soient beaucoup plus, comment dire... qui nuisent un peu moins, en fait, à l'écosystème. Favorable, c'est ça, à Bitcoin. Ouais. Puis, il y a aussi le potentiel de voir les États-Unis peut-être introduire une réserve stratégique de Bitcoin. Puis, évidemment, on va en parler, ça aussi, mais pour qu'on puisse passer au niveau supérieur, ça va prendre une demande beaucoup plus importante que celle qui peut venir des retail investors comme toi et moi. Donc, peut-être que ça sera un élément. Mais bref, je ne sais pas si tu as certains commentaires Ouais, j'essaie je me bataille, je bataille avec ma bouteille présentement, mais si tu es en avance, n'hésite pas à l'ouvrir. Non, on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Tu me demandais si j'avais d'autres éléments à ajouter. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ça, par exemple, l'élection de Trump sur l'impact que ça pourrait avoir sur Bitcoin? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est j'ai vu, je suis désolé, mais je n'ai pas la source, mais j'ai vu un post, je pense que c'était de quelque chose d'assez officiel qui prédisait que si c'était les démocrates, disons, qui gagnaient, Bitcoin allait retourner dans des zones plutôt autour de 30, 40, 50 000, puis que si Trump gagnait, on atteindrait plutôt des 80, 90. Et quand j'avais lu ça, c'était avant que ça arrive, en fait, évidemment. Puis c'était assez bon, c'est la prédiction. Je ne sais pas si on ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé si les démocrates avaient gagné. Mais bon, eux, avec toute leur l'opération Choke Point, puis tout ça, on savait, tous ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'opération Choke Point, c'était mené par Liz, comment elle s'appelle donc? Elizabeth Warren. Elizabeth Warren. Oui. Qui en fait, qui n'aimait pas du tout le domaine des cryptos. En passant, moi non plus, j'aime pas beaucoup le domaine des cryptos, mais malheureusement,
ça incluait Bitcoin par la bande. Donc, ils ont donné du trouble à des banques qui facilitaient, en fait, qui bancarisaient, en fait, certaines entreprises qui évoluaient dans cet écosystème-là. C'est quand on a vu les faillites de la Signature Bank, tout ça. Ouais. Il y a des gars, il y a des Bitcoiners que je connais qui ont fait des dossiers là-dessus qui étaient super intéressants, qu'en fait, c'était des banques qui étaient solvables, mais c'était un peu une job de bras des législateurs là, pour justement nuire, en fait, à l'écosystème. C'est ce qui a sorti, en fait, des recherches que j'avais faites sur ce sujet. Donc, j'imagine que c'est pour ça que le tweet que j'avais vu passer qui citait ça, ces prédictions-là, je disais, bon, ben, ils sont moins favorables, que ça va donner un coup au marché, en fait, de Bitcoin, ben, au prix. Et on l'a vu tout à fait suite à l'élection de Trump. Ben, un peu comme les marchés, même, disons, les marchés plus traditionnels vont mieux, ben, ils vont bien, en fait, depuis l'élection de Trump. Je ne saurais pas vous décrire des raisons précises. Mais en tout cas, pour Bitcoin, c'est assez clair que c'est directement lié à ce que M. Trump disait là, par rapport au fait que ce que tu as dit tout à l'heure, qui était plutôt favorable, qui est allé à la conférence Bitcoin. Fait qu'il n'y a aucun doute que ça, c'est un des facteurs. En fait, je pense que le prix de Bitcoin était peut-être il se gardait une petite gêne, il était retenu, en fait, par l'incertitude de qui allait être au pouvoir. Et j'ai vu d'autres graphiques aussi qu'à chaque élection, c'est pareil, hein? Après l'élection, il y a quelque chose qui se passe avec le prix de Bitcoin parce que j'imagine que c'est une question d'incertitude. Les gens, une fois que l'élection est faite, ils disent, on a 4 ans, ça va, que ça soit favorable ou pas, dans le sens, on sait à quoi s'en tenir plus, il y a moins d'incertitude, donc je pense que le prix peut évoluer d'une manière qu'on pourrait prédire un peu plus, juste parce qu'il y a moins d'incertitude. Donc, je pense qu'au niveau de Trump, c'est qu'il a l'air favorable à cet écosystème-là. Et le fait qu'on a eu une élection aux États-Unis, puis que c'est passé, ben, je pense que ça enlève beaucoup d'incertitude dans ce marché-là en particulier. Ça, tout ce mouvement se fait un peu en parallèle dans la mesure où on sait que Trump, avec bien sûr la commission Doge, parrainée par Vivek Ramaswamy et Elon Musk, va probablement avoir une approche de déréglementation. Puis les marchés aiment ça parce que ça facilite les affaires, ça permet d'augmenter les revenus, faire plus de profits, ça permet de créer de la croissance aux États-Unis. Puis Bitcoin, qui est un actif quand même assez volatile, hyper réactif, ben, est embarqué dans le même train finalement. Il y a quand même une menace qui pèse là-dessus, c'est la menace éventuelle peut-être d'une récession. Si on avait un ralentissement économique, là, vous verriez bien sûr l'impact sur Bitcoin se faire sentir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, j'ai gagné le combat contre ma bouteille. Donc, je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. Puis, allons-y. J'espère que ça ne va pas voler partout. Exactement. J'ai un peu les mêmes. C'est bon. Pop. Ah, voilà. Super. Donc, mission réussie. Alors, je ne suis pas aussi puriste que toi, étant donné qu'il est assez tôt dans le matin. Je me suis versé un verre de jus d'orange. Ah, mimosa! Auquel je vais ajouter un petit peu de cava. J'aurais dû y penser. Et voilà, on va y aller comme ça. Donc, santé. Et santé à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Bon 100K. D'ailleurs, ça vaut peut-être la peine de simplement partager mon écran ici pour que les gens puissent bien visualiser qu'au moment où on se parle, on n'a rien inventé. Le prix de Bitcoin on est vraiment toujours au-dessus. À 100 214 $. Donc, et oui, c'est arrivé dans la nuit. Hein? Donc, on s'est tous levés un peu le matin. Puis, OK, bon, c'est arrivé. Alors, on aurait aimé ça, bien sûr, le voir en direct. Mais pour la plupart d'entre nous, nous étions en train de dormir. Donc, dans notre fuseau horaire, on dormait. Et exactement. On peut aussi mentionner que ça a fait un beau BART pattern. Là, ça a atteint le 100 000. Ça a fait un peu de haut et bas au-dessus de 100. Ça a rebaissé. Il y a eu un flash crash à 92. 92 environ. Un peu exact. dans la journée. Je ne sais pas si c'était le 5. Puis là, ben, on est revenu au-dessus. Donc, pendant qu'on fait la vidéo, nous sommes bien au-dessus de 100. Donc, on peut savourer notre Prosecco en paix. Puis, qu'est-ce que tu penses de la réserve stratégique? Présentement, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, il y a un projet de loi, donc j'avais juste le terme anglais en tête, mais il y a un projet de loi qui est parrainé par Cynthia Lummis, donc qui est comme un peu la sénatrice pro-crypto, pro-Bitcoin au Sénat américain, qui, elle, propose que les États-Unis
introduisent une réserve stratégique de Bitcoin qui atteindrait 1 million de Bitcoins. Donc, au courant des 5 prochaines années, il y aura environ 200 000 Bitcoins qui seraient achetés par année et les Bitcoins devraient être conservés pendant un minimum de 20 ans, si je me rappelle bien. Okay. Je pense qu'elle avance même que les États-Unis pourraient vendre de l'or pour acquérir les Bitcoins. Donc, puis la façon dont je l'ai présenté dans ma vidéo, il y a même certains passages qui laissent à penser que les États-Unis, à travers ce projet de loi-là, pourraient éventuellement même reconnaître Bitcoin comme étant une monnaie parce qu'on fait mention des caractéristiques monétaires de Bitcoin dans le libellé du projet de loi. Donc, tout ça pour dire, est-ce que tu penses qu'un projet de loi comme ça, sous la gouvernance de Donald Trump, pourrait passer la Chambre, le Sénat, éventuellement la présidence pour être mis en application? Si on se fie aux données qu'on a par rapport à la propension à accepter, en fait, d'être pro-crypto, plutôt pro-Bitcoin, des membres des différentes chambres, je crois qu'il y a une majorité, c'est la Chambre des représentants. Selon ce que j'avais vu, en fait, il y a une majorité qui sont favorables. Donc, est-ce qu'après ça, ça veut dire qu'ils vont accepter de faire une réserve stratégique? Bon, ça, je ne sais pas, mais à tout le moins, il y a un site qui suit ça, là, en fait, les allégeances au niveau de la. Je vais dire Bitcoin, là, mais je pense que c'est plutôt crypto dans le libellé. Est-ce que les représentants sont pour ou contre? Et je crois que la majorité dans la Chambre des représentants, ils sont pour. C'est ce que j'avais vu quand j'avais fait des recherches. Donc, est-ce que ça passerait? Et aussi, le parti, si c'est parrainé par le Parti républicain, il faut comprendre que le Parti républicain a les deux chambres en ce moment. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, ça pourrait. Ben, après ça, est-ce que ça passe toujours? On l'a vu dans les dernières années. Des fois, c'est un petit peu compliqué, surtout dans des trucs qui sont un petit peu controversés. Et j'imagine que malgré que ça s'améliore énormément, Bitcoin reste encore, et malheureusement, un peu controversé. Sinon, la deuxième chambre, c'est moins clair. Le Sénat, c'est moins, il n'y a pas une majorité. En fait, on ne sait pas. Je pense on a une notion, il y a genre 16 sénateurs qu'on sait leur allégeance à ce niveau-là, mais il y a quand même une centaine, je crois, de sénateurs. Donc, c'est pas. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont contre, c'est juste qu'on n'a pas l'information selon les articles que j'avais lus. C'est ça. Donc, quand tu parles de majorité, c'est une majorité de sénateurs pro-Bitcoin ou pro-crypto. Donc, on ne fait pas référence à la majorité des républicains. Non, donc, exactement. Elle est certaine. Tu as raison, c'est ça. Les deux majorités au niveau du parti sont certaines, mais on ne connaît pas les allégeances au niveau de ce sujet-là, en particulier de ces différents. De la majorité, en fait, des sénateurs, on ne sait pas leur allégeance. Est-ce que ça va passer? J'en ai aucune idée. Mais bon, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, j'aime bien passer les idées ou en fait les opinions de mes amis Maxi. Je suis en contact avec beaucoup de Maxi. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de Maxi qui sont pas super, pas qui sont pas favorables, mais ils trouvent ça un peu étrange qu'on soit super heureux que les gouvernements se embarquent dans le projet de Bitcoin. Moi, je suis assez content. Je veux dire, je suis pour ça. En fait, Bitcoin, c'est pour tout le monde. Hein? Bitcoin is for enemies. Donc, on peut pas, je ne vais pas empêcher ou de toute façon, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher personne, mais je ne serais pas content si un gouvernement s'intéresse à Bitcoin. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai l'impression que donc c'est un actif, une réserve de valeur qui, à mon avis, ne peut que prendre de la valeur justement à travers le temps. Donc, tant mieux si un pays, je comprends et je comprendrais pourquoi un pays s'intéresserait à ça, mais je connais beaucoup de Bitcoiners qui trouvent ça un peu étrange qu'on soit heureux que les gouvernements s'intéressent à Bitcoin, puisque dans le fond, Bitcoin, c'est l'antithèse du gouvernement, c'est la monnaie décentralisée qui veut se passer des gouvernements. Mais bon, ça reste un actif. On ne peut pas empêcher le gouvernement d'acheter de l'or, on ne peut pas empêcher le gouvernement d'acheter Bitcoin. Donc, je suis assez content de ça. Ça donne de la légitimité aussi à Bitcoin et ça aide pour le prix. Tu sais, c'est un pays, comme tu parlais au début, si on pense se rendre à 1 million, c'est pas juste le retail qui va. Faut qu'il y ait d'autres marchés, en fait, d'autres agents dans le marché qui embarquent, pas juste le retail, parce que je pense que le retail a fait un gros travail jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je pense qu'on est rendu à une autre étape. On a eu Wall Street avec les ETF, puis là, on est rendu dans l'institutionnel, mais l'institutionnel de niveau pays. Tu sais.
On est littéralement rendu. Les entreprises aussi, là, avec MSTR, on va parler plus tard. Donc, mon opinion, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça m'étonne un petit peu parce que c'est un peu contradictoire avec ce que Trump a affirmé même récemment par rapport aux BRICS. Il a fait un tweet par rapport, je ne sais pas si c'est sur X ou Truth Social, mais je pense que c'est sur Truth Social, mais j'ai vu un screenshot sur X. Exact. Donc, je pense que c'est vrai. Il a affirmé en fait il a affirmé la domination. Là, en fait, il a réaffirmé sa volonté de garder la domination du dollar. En menaçant, en fait, les pays qui allaient utiliser une autre monnaie, réitérer, en fait, l'espèce de menace qui existe depuis que le pétrodollar existe. C'est-à-dire, vous devez faire du commerce international avec le dollar US, sinon, avec 3 petits points. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le fait qu'on... En fait, c'est ça, c'est que je pense que c'est une réserve stratégique un peu comme l'or. Et il ne veut pas nécessairement faire ils ne veulent probablement pas nécessairement faire de rendre Bitcoin comme une espèce de monnaie alternative, de monnaie de réserve alternative, parce que ça serait assez contre-productif pour un pays qui profite du exorbitant privilege, qui est le privilège exorbitant d'avoir la monnaie de réserve. Donc, c'est là que je peux t'amener la dualité que, d'un côté, oui, ils veulent profiter de la valeur de Bitcoin comme réserve de valeur et mettre ça dans une réserve stratégique, dans une espèce de jeu. C'est une théorie des jeux, hein, rendu là, c'est la théorie des jeux entre les États qui compétitionnent pour acquérir des bitcoins et d'un autre côté, garder le dollar US comme monnaie de réserve, ce qui permet, in fine, aux États-Unis d'exporter leur inflation. C'est ça qui fait que les États-Unis peuvent imprimer 2-3 trillions, 2-3 000 milliards de dollars, faire des déficits, en fait, de 2-3 000 milliards de dollars par année. C'est que cette monnaie-là est utilisée à travers le monde et donc la masse monétaire est diluée à travers tout le commerce international. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est dépensé directement aux États-Unis, donc ça ne cause pas autant d'inflation que ça devrait le faire. Mais pendant ce temps-là, eux, ils peuvent acquérir, en fait, des ressources, des biens, avoir de l'influence, des services à travers le monde sans trop souffrir. Donc, c'est là que je vois la dualité, Gabriel. Je pense pas que c'est un aveu de genre Bitcoin est la prochaine monnaie. J'ai un chat dans la gorge. Pour moi, le champagne est mal passé. Non, ça va, j'ai juste un chat dans la gorge, voilà. Le champagne est bien passé finalement. Non, donc c'est ça, c'est pas un aveu de genre Bitcoin, c'est la panacée et on va se servir de ça comme monnaie de réserve. Je pense qu'il faut juste remettre ça en perspective. Je pense que c'est un effet, un effet, comment on appelle ça quand les politiciens veulent parler à un auditoire précis, là, pas les soudoyer, mais je veux dire... c'est une mesure qui était électoraliste. C'est ça, c'est de l'électoralisme. Ils voulaient aller chercher c'est aux États-Unis, c'est quoi, 15-20% de gens qui sont possèdent de la crypto. 50 millions, en fait, 50 millions d'Américains qui possèdent la crypto. Donc, c'est un électorat qui était assez facile à aller séduire. C'est séduire le mot que je cherchais tout à l'heure, pas soudoyer. Donc, séduire l'électorat. Donc, c'est clairement électoraliste. Mais après ça, il faut qu'il fasse des mesures. Il ne faut pas juste qu'il parle, il faut qu'il fasse des mesures. Et là, la mesure, je crois que c'est une mesure qui est intéressante parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas trop de mal, dans le fond, de prendre de l'argent imprimé puis d'acheter une valeur numérique comme ça, une réserve de valeur numérique qui pourrait être gardée. Ça coûte, tu n'as pas besoin de bâtir Fort Knox 2, là, tu mets ça dans un système, ça ne coûte rien à garder. Puis ça peut potentiellement prendre de la valeur et ça plaît une certaine partie de l'électorat. Donc, je pense que c'est assez... je pense que c'est juste normal, en fait, qu'on en soit rendu là parce qu'on a des politiciens qui ne sont pas fermés, parce qu'ils veulent séduire cet électorat-là. Et ça fait des années que les Bitcoiners disent ça, là, qu'un jour, les politiciens allaient, à mesure que l'adoption allait grandir, les politiciens, un jour ou l'autre, s'ils seraient intéressés, c'est évident, c'est ça le rôle de la politique, c'est qu'éventuellement, tu cibles un groupe d'intérêt, dis eux, ils s'intéressent à ça, on va leur parler, ils vont voter pour nous. Donc, moi, ce que je vois se déployer en ce moment, c'est quelque chose que j'ai lu
il y a des années que certains Bitcoiners disaient éventuellement c'est ce qui va arriver et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et on a atteint le 100 000 finalement. Voilà. C'est ça. En fait, tu sais, malheureusement, ce que M. Trump ne comprend pas, c'est qu'on ne peut pas, à travers un tweet, forcer des gens à utiliser notre monnaie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la loi du marché. Donc, les gens vont avoir tendance à utiliser la meilleure monnaie qui répond à leurs propres intérêts. Et le hic, c'est que les États-Unis, depuis quelques années, on va dire une dizaine d'années, ont politisé leur monnaie en l'utilisant pour introduire des sanctions, en ne permettant pas à certains pays de l'utiliser pour faire des transactions. Donc, ça crée un incitatif à trouver des alternatives. Ouais. Bon, ça, c'est première chose. Deuxièmement, pour ce qui est de la réserve stratégique de Bitcoin, je ne sais pas s'ils vont aller aussi loin que se mettre à acheter des Bitcoins sur le marché. Par contre, il faut dire que les États-Unis possèdent actuellement environ 200 000 Bitcoins qu'ils ont acquis à travers des saisies lors de procès criminels, etc., etc. Donc, je pense qu'un premier pas, ça pourrait être de dire que les États-Unis ne vendront plus de Bitcoin. Les Bitcoins qui sont acquis via, comme je viens de le mentionner, des procès criminels. Donc ça serait une première chose. Mais nécessairement, Donald Trump va devoir satisfaire l'électorat auquel il a fait des promesses durant la campagne électorale. Il n'y a pas de doute là-dessus. De quelle façon ça va se matérialiser? Déjà, du côté de la SEC, Gary Gensler, il est parti. Donc, il y a eu une pression politique pour qu'il remette sa démission. On l'a remplacé par un autre monsieur que, personnellement, je ne connais pas, mais qui semble être plus ouvert à une réglementation flexible du secteur des crypto-monnaies. Il n'a pas mentionné que c'était le tsar de la crypto. Moi non plus, je ne connais pas trop le monsieur, mais juste le fait de mentionner ça, c'est clairement destiné à l'électorat qui possède la crypto en disant, voyez, le mec que j'ai placé est favorable, disons, à la crypto. Fait que en fait, je pense qu'on n'a même pas besoin de connaître tellement le monsieur pour comprendre que c'est directement en opposition à Gensler, qui, en passant, a quand même accepté les ETF, mais il a retardé ça. Il a été forcé par la Cour. Ben, c'est ça. Donc, il a retardé ça le plus longtemps possible pour des raisons. Et aussi, il a aussi finalement tranché que Ethereum n'était pas une security. Puis bon, mais moi, c'est là où j'ai peur. C'est là où j'ai peur. Quand j'entends pro-crypto, ça me fait peur. Parce que les cryptos, c'est à 99% du temps, ce sont des outils de subversion, des outils de fraude, de vol. D'ailleurs, j'ai tweeté là-dessus il n'y a pas si longtemps. Donc, je vois mal comment on pourrait mettre en place une réglementation qui faciliterait le lancement ou la mise en place de projets qui visent à voler les gens. Pas plus tard que cette semaine, là, le Octa Girl, la fille là, qui a été populaire parce que, en tout cas, on va se permettre de ne pas dire ce qu'elle fait, là, mais c'est un peu ridicule. Là, ça démontre un peu l'état de la culture, mais peu importe. Et cette fille-là a littéralement volé des gens de plusieurs dizaines de millions de dollars en lançant un meme coin qui n'a rien à voir, que le but, c'est simplement de sucer l'argent des gens. Tu sais, ça, c'est criminel, c'est de la fraude. Là. Donc, moi, j'espère simplement que ça ne sera pas comme... On ne tournera pas le regard de ce genre de stratagème-là, tu sais. Tu me permets de faire deux parenthèses sur ça rapidement. Je vais en parler après, mais je veux parler des meme coins. J'ai vu quelque chose de super intéressant qui va sûrement parler à ton auditoire. Je vais en parler en deuxième, je vais essayer de m'en souvenir. Mais le premier truc que je voulais dire, bon, tu vois, j'ai déjà oublié le premier truc que je voulais dire. C'est ça le problème avec la mémoire à court terme. Je vais parler des meme coins. Si ça me revient, je parlerai du deuxième point. Au niveau des meme coins, j'ai vu un gars qui a posté une vidéo. En fait, j'ai vu un post sur Twitter qui était, sur X, qui était une critique, en fait, de la vidéo que je vais vous parler en disant que, bon, ça a l'air de faire du sens, mais en fait, c'est basé sur rien, ça fait pas de sens. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un gars qui, je sais pas c'est qui, là, mais il mettait en perspective c'est quoi les meme coins pour la génération Z. En fait, c'est la génération Z, eux, là, ils n'ont pas de perspective d'investissement. Comme les générations qui les ont précédées, comme moi, je suis une des dernières générations. Même nous, tu sais, nous, on est des milléniaux. Oui, moi, je suis un vieux Y, hein, le plus vieux possible, directement entre les X et les Y. Mais, tu sais, nos opportunités n'étaient pas les mêmes que nos parents, là. T'sais. Non, c'est sûr. Mais puis déjà, eux, moi, pire. Évidemment, c'est ça, eux, c'est pire. Moi, j'ai pu acheter une maison en 2016, juste avant que ça monte. Précisément, le mois avant que ça parte en flèche, j'ai acheté une maison. Fait que je suis chanceux, j'ai pu m'acheter une maison avec des salaires, là, 8 ans,
mon salaire était juste assez pour que je puisse acheter une maison. Mais là, aujourd'hui, en fait, même avec un salaire qui a augmenté dans les 8 dernières années, j'aurais de la difficulté à m'acheter ma propre maison. C'est la preuve, en fait, que imagine, en fait, pour imagine pour les milléniaux, moi, j'aurais de la misère à racheter ma propre maison. En fait, je ne peux même pas upgrader de maison parce que la différence entre la maison que j'ai achetée et les maisons que je voudrais acheter pour agrandir, bien, si ma maison a fait 2 fois 2,5, bien, la différence entre la maison que je voudrais acheter a fait 2,5 aussi. Donc, s'il y avait une différence de 100 000, bien là, c'est plus 100 000, c'est 250 000 la différence. Donc, oui, ma maison a doublé de valeur, mais ça me coûte plus 100 000 de plus changer de maison. Ça me coûte 250 000 de plus. Et là, mon salaire n'a pas triplé là, depuis 2016. Donc, en tout cas, c'est une petite parenthèse pour expliquer justement la différence intergénérationnelle. Mais le gars, ce qu'il expliquait, c'est que les aides, comme ils ne peuvent pas embarquer dans l'immobilier, ils pensent que dans le fond, il y a peut-être les marchés des actions, c'est un peu pas des bulles, mais on sait déjà très. Les compagnies sont c'est 25 fois ou 30 fois les revenus futurs. Là. Bon, imagine que c'est. Comment ça s'appelle ça? C'est-tu le NAV ou en tout cas le ratio, c'est PE ratio, donc le ratio court-bénéfice. C'est ça. Bon, exactement. Fait que là, peut-être que ceux qui s'intéressent à ça, ils voient, ben, peut-être que bon, c'est peut-être trop risqué pour eux ou de toute façon, ils n'ont pas les capitaux. À l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas nécessairement les capitaux pour investir là-dedans. Donc, le point du gars, c'était que eux, ce qu'ils savent faire, c'est les réseaux sociaux. Et que sur les réseaux sociaux, ce qu'ils maîtrisent, c'est ça. Donc, ils sont capables de créer des memes. La valeur d'un meme coin, en fait, Gabriel, ce serait qu'ils sont capables de faire une espèce de guerre de memes. Puis, c'est ça qui donne la valeur, en fait. C'est l'exposure, c'est une guerre de l'attention. Et que les meme coins, c'est ça. C'est que la valeur du meme coin est basée sur rien, à part l'attention que tu es capable d'aller chercher. Mais là où je décroche, c'est que, comme l'exemple que tu as donné, si c'est littéralement un rug pull, il n'y a pas de valeur là-dedans. Ça va juste enrichir les gens qui ont créé. Et la majorité du temps, c'est ça. Sauf que, je sais pas, il y a certains meme coins, mettons Dogecoin, que c'est une blague. Moi, je ne suis pas un fan. Là. Ça a été lancé comme une blague, mais il est encore là. Mais c'est parce qu'il est basé sur un meme assez fort. Il y a Elon Musk dans le portrait. Puis là, les gens, on pense que quand ils en parlent, ça monte. Tu vois, ça, là, c'est directement ce que je viens de te décrire. La valeur est basée sur la capacité d'influencer l'auditoire par la qualité des mimes qui sont mis sur les réseaux sociaux. Puis ça, la génération Z, ils maîtrisent ça. J'ai trouvé ça super intéressant parce que sinon, moi, je t'aurais dit, déjà d'emblée, je t'aurais dit, ben non, les meme coins, c'est n'importe quoi. Regardez même pas ça. Là, je ne dis pas aux gens de le regarder, mais je suis capable plus de leur dire pourquoi il y a des gens qui pensent que ça a une valeur. C'est parce que cette génération-là a un peu démissionné des actifs traditionnels. Puis ils se disent, bon, ben tant qu'à ça, moi, je vais faire YOLO all-in sur casino. Ce casino, c'est ça. C'est une espèce de. Et c'est ce qui se passe en hyperinflation. On a déjà parlé. En hyperinflation, les gens arrêtent de travailler parce que leur paye ne vaut rien quand ils sont payés. Puis entre-temps, ils peuvent jouer littéralement sur le marché des actions. Il y a tellement de fluctuations dans des périodes de très haute inflation qu'ils sont capables, ils font plus d'argent faire ça qu'à travailler. Donc, c'est un peu le même principe à moins grande échelle. Mais moi, quand je lisais sur l'hyperinflation, ben, je voyais totalement le parallèle avec ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des trucs comme des meme coins qu'ils se disent, bah, au final, on va faire le casino, ça va être plus payant que d'aller travailler. Non, c'est clair. C'est une bonne théorie. Tu sais, quand tu n'as rien devant toi, puis tout ce que tu peux espérer, c'est comme les gens qui achètent des billets de loterie, essentiellement. C'est comme, ben écoute, là, je travaille au salaire minimum, je vis dans mon petit 1,5, puis il n'y a pas grand-chose devant moi. Donc, je vais tenter le tout, je vais acheter un billet de loterie, puis on verra si ça porte fruit. On va terminer la parenthèse politique qu'on a commencé depuis le début en parlant des autres États desquels les États-Unis et le Canada pourraient éventuellement s'inspirer. Parce que j'ai fait un voyage récemment au Portugal. Le Portugal est quand même une juridiction à l'intérieur de l'Union européenne qui est très flexible à l'égard des crypto-monnaies, à l'égard de Bitcoin. Elle l'était beaucoup plus avant janvier 2023. Donc, oui, ils ont avant changé janvier quelque 2023, chose, hein? Exactement. Ouais. Donc, avant janvier 2023, essentiellement, Bitcoin était considéré comme une monnaie. Donc, il n'y avait aucun gain en capital, aucun impôt, rien. Depuis janvier 2023, et je ne serais pas surpris d'apprendre, alors là, je parle à travers mon chapeau dans la mesure où je n'ai pas fait les recherches pour soutenir ce que je dis, mais je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y a eu une certaine pression de Bruxelles pour que les règles fiscales soient modifiées à l'égard de Bitcoin. Et depuis janvier 2023, en fait, il faut détenir Bitcoin pendant plus de 365 jours pour ne pas avoir de gain en capital. Donc, en dessous de ça, je pense que c'est 28 %.
c'est quand même, on s'entend que si on aurait ça ici, on serait quand même très choyé par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais là où je pense que le deuxième élément sur lequel les États-Unis pourraient travailler, mis à part la réserve stratégique de Bitcoin, c'est sur l'aspect fiscal, le traitement fiscal des crypto-monnaies, le traitement fiscal de Bitcoin. Et ça pourrait nous amener à peut-être un environnement où Bitcoin serait peut-être considéré comme une monnaie où verrait le gain en capital être réduit. Et si ça arrive au courant des prochains mois, ça va certainement avoir une influence au nord de la frontière, donc au Canada. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que la République tchèque aussi a annoncé quelque chose récemment par rapport au gain en capital sur Bitcoin qui est encore plus avantageux que ce qu'il était auparavant. Bien, clairement, ce que tu dis par rapport à Bruxelles, là, qu'on n'a pas d'informations, si on met des pressions, mais dans la vidéo de Salut à mes amis de How to Bitcoin en France, j'ai écouté leur vidéo pour un des sujets, le rapport de la BCE qu'on va traiter un Oui. peu plus tard dans la vidéo. Puis dans le début, il y a Madame Lagarde qui dit qu'il faut bloquer, que Bitcoin, c'est une espèce de sortie du système et il faut bloquer le plus possible cette brèche-là, en fait, du système monétaire, en fait, faire du capital control, littéralement. Elle semble dire que c'est important de bloquer ça et justement avoir un pays en Europe qui permet de sortir sans payer de gain en capital Bitcoin, ben, c'est contrairement l'opposé de ça, du contrôle. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout, en effet, qu'il y ait eu. Puis aussi, de toute façon, les pays essayent toujours, de plus en plus aujourd'hui, ils essayent de se coordonner. Ceux qui veulent, en tout cas, ceux qui ne veulent pas devenir des paradis fiscaux, là, essayent de se coordonner pour ne pas être une brèche pour sortir. Et donc, l'impact au Canada, ben, déjà, moi, comme je suis quelqu'un qui s'expose comme un Bitcoiner, ça serait assez difficile. Des fois, quand les gens. Pourquoi tu ne dépenses pas tes bitcoins? Ben, je ne dépense pas mes bitcoins d'un parce que je pense que le prix va monter, mais de deux, c'est que si je le fais, il faut que je mette sur mon rapport d'impôt. Fait que, je veux dire, là, les gens vont me dire, ouais, mais si tu as fait ça comme faut, en guillemets, tu as juste à pas le dire. Ouais, mais je veux dire, ma face, j'ai un livre dans la bibliothèque du Québec, puis ma face, c'est une fois par mois sur. C'est pas trop compliqué de savoir que j'ai le fils qui voudrait s'intéresser à moi. C'est pas trop compliqué de savoir que j'ai des bitcoins. Donc, je serais bien malvenu tu sais, justement. Puis aussi, en plus, c'est si tu as acheté des bitcoins sur des plateformes, ils peuvent interroger les plateformes à savoir c'est quoi l'état de combien de bitcoins tu as acheté, tout ça. Les gouvernements ont accès à ces données-là. Donc ceux qui pensent que les gens achètent du bitcoin pour se sortir de leurs obligations de payer des impôts, il y en a peut-être qui le font, mais ils n'achètent pas des bitcoins sur les plateformes. Parce que ceux qui achètent des bitcoins sur les plateformes, sachez qu'éventuellement, le fisc va va venir cogner à votre porte en disant « Hey, j'ai un relevé de transactions. Où sont passés ces bitcoins? » Donc, c'est un gros enjeu pour ceux, en fait, qui, justement, ont acheté du Bitcoin d'une manière avec du KYC qu'on appelle, là, donc les lois Know Your Customer. Ben, moi, je ne suggérerais pas à personne d'essayer de tenter de cacher ça au fisc parce qu'on sait que le fisc a les mains longues. Donc, c'est une des raisons pourquoi je ne dépense pas Le problème, mes bitcoins. puis je t'interromps quelques secondes. Le problème avec le fisc, c'est que normalement, dans la loi, on dit innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est l'État qui doit faire le fardeau, qui a le fardeau de la preuve pour démontrer que tu es coupable. Or, le fisc, c'est le contraire. Donc, on renverse les règles de droit. C'est-à-dire que c'est toi qui dois prouver que tu n'es pas coupable à leurs yeux. Donc, je me demande vraiment comment c'est traité. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un cas de ça. Imagine quelqu'un qui a acheté du Bitcoin sur des échanges KYC, etc. Puis, hey, perd son seed phrase. Ça peut arriver, là. Oui. Honnêtement, là. Oui. Honnêtement, là. Ça prend pas grand-chose. Quelqu'un qui est noob, qui, comme, il a acheté un peu de Bitcoin, puis là, ben, il a perdu son seed phrase, il est plus capable de se connecter à son wallet. Là, c'est comment le fisc va traiter ça? Genre, faut que tu démontres que tu l'as perdu. C'est comme, ben, j'ai plus les mots. Genre. Tu sais, je sais pas. Ah, je suis à 100% d'accord avec toi. En fait, c'est le fameux meme de l'accident de bateau. Ben, c'est ça. C'est littéralement ça. Ah, ben moi, je les ai perdus dans un accident de bateau. Fait que ça va être super intéressant à suivre, ça, dans le futur. À mon humble avis, le fisc, il va peut-être dire « Ouais, c'est trop facile, mon boy. Ils sont où? Où sont les... » Écoute, je sais pas. Ça va être super intéressant à suivre des prochaines années. Mais pour en revenir à ta question, pour répondre simplement,
Je pense aussi que quand ça sera plus clair, que si un jour c'est considéré comme une monnaie, ben, ça sera peut-être plus simple, en fait, de transiger. Puis aussi, tu sais, éventuellement, Gabriel, la volatilité va réduire, puis il n'y aura plus d'espèce de gain, tu sais. Là, peut-être, Astronomique, là. c'est Ouais. ça, peut-être qu'on peut pas. Les gens qui achètent à 100 000, ils peuvent peut-être penser faire un x 10. Tu sais, peut-être qu'on en parlera plus tard, peut-être que ça va aller à 1 million, mais là, ils ne peuvent pas penser faire un x 1000. Là, je veux dire, Non, non. rendu là, x 1000, ça fait aucun sens. Donc, ça va se stabiliser, ça va être. Les gouvernements vont peut-être dire ouais, mais là, on va pas. Ça va devenir un peu comme faire du Forex. Dans le sens que du Forex aussi, tu es imposé quand tu fais du Forex. Si tu le fais d'une manière professionnelle pour faire des gains, tu vas être. Ça, c'est ça qui arrive. C'est que si tu fais professionnellement du trading de Bitcoin, puis que tu es imposé sur ton gain en capital, c'est assez logique, à mon avis. C'est comme du Forex. Mais après ça, si tu es payé en Bitcoin, puis tu as ce Bitcoin-là dans un compte de banque, tu ne fais pas de trading, tu fais pas de. C'est-tu vraiment des gains en capital? C'est comme si j'avais été payé en dollars US dans un compte de banque, puis 2 ans plus tard, le dollar US a fait 10 de gain. Bon Ben là, point. j'ai pas fait de trading, j'ai pas fait ça de manière professionnelle. Donc, ça va être super intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont décider, mais je pense que là, aujourd'hui, ça a l'air bien évident de dire, ben oui, mais c'est normal. Disons, quelqu'un qui ne serait pas Bitcoiner, il va dire, ben oui, c'est normal, le gars, il a acheté ça à 1 000 maintenant, ça vaut 100 000. Tu sais, c'est un gain en capital, il faudrait. Oui, c'est parce que ça a l'air très impressionnant, la différence, mais ça va se calmer là, à un moment donné. On ne fera plus des fois 1000 ou des fois 100. Le prix va tendre à se stabiliser, puis ça va devenir plus comparable à une monnaie standard euh, comme les autres. Et il faut retenir, en terminant, que le Forex, des gens qui font du Forex, ils sont imposés sur leur gain en capital. Donc, je ne pense pas que ça va complètement disparaître, mais il y aura peut-être une notion de dire ben, si, c'est ça, si tu es payé en. Juste dire ça, si tu es payé en Bitcoin à toutes les semaines puis tu fais ton épicerie, là, pourquoi tu paierais un gain en capital sur les transactions que tu as faites pour payer ton épicerie avec l'argent que tu viens de recevoir la semaine passée? Ça fait aucun sens. Ouais, c'est ça, c'est le temps de détention, finalement. C'est Ben, exactement ça. Tu sais, si tu le détiens plus longtemps qu'une certaine période, ceux qui font du trading, ils peuvent le détenir une journée, 2 jours, même 1 minute. Là, tu sais. mhm, Donc, c'est ça. Ouais, peut-être. c'est Ouais. peut-être ça la notion. Avant de parler du rapport de la BCE, on va faire une petite transition. On va parler d'un tweet d'Alexandre Statchenko, Oui. j'espère que je prononce bien son nom, Oui. qui lui dit, tu sais, tout le monde se pose la question, OK, pourquoi Bitcoin a atteint 100 000 On l'a couvert en début de vidéo. Mais la question que les gens ne se posent pas ou que les gens devraient se poser, c'est pourquoi Bitcoin n'est pas à 0 Mhm. C'est cette fameuse bulle là, qui est Ouais. annoncée par tous les économistes et tous les médias depuis plusieurs années. Pourquoi elle ne s'est pas dégonflée? Pourquoi Bitcoin n'est pas à 0 Et moi, je vais offrir une piste de réponse à tout ça. Et ensuite, tu pourras renchérir. Mais c'est parce que Bitcoin offre quelque chose. Comment dire, il y a une offre de valeur du côté de Bitcoin. C'est que ça nous permet, bon, il y a pas d'intermédiaire, ça nous permet d'être propriétaire de notre richesse. Ensuite de ça, tu ne peux pas le censurer non plus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, etc., etc. Donc, je ne sais pas si de ton côté, tu as quelque chose à commenter Oui, ben, là-dessus. tout à fait. Mais la liste que je m'étais pris pour discuter de pourquoi Bitcoin, en fait, c'est ça. C'est pas pourquoi Bitcoin vaut 100 000. Ah oui, c'est simple pourquoi Bitcoin vaut 100 000. C'est qu'il y a plus de gens qui demandent du Bitcoin à un prix plus haut que 100 000 que de gens qui offrent du Bitcoin en bas de 100 000. Si vous voulez une réponse, là, c'est juste ça. Ça s'appelle un marché. Puis Bitcoin vaut 100 000 parce que il y a des gens sur le marché qui disent hey, moi, j'aimerais ça, en acheter un Bitcoin. Puis là, ils regardent ah, c'est bizarre, il n'y a personne qui me le vend à 10$. Ah, il n'y a personne qui me le vend à 100$. Il n'y a personne qui me le vend à 1000$. Il l'achète à 100 100 000, c'est 000, aussi simple que ouais, ça. c'est Je veux ça. dire, il y a pas de. Mais, je veux dire, oui, il y a des raisons. En fait, on peut expliquer pourquoi les gens veulent acheter du Bitcoin. Ça, mais pour le prix, c'est juste, c'est le marché. Donc, j'aime bien l'approche de Satchenko de dire la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça ne vaut pas 0, en fait. Parce que le prix, pourquoi ça valait 10 000 là, 2 ans puis, ou 3 ans, puis là, ça va peut-être 1 million dans 5 ans ou dans 3 ans ou dans 10 ans, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Ça, c'est des dynamiques de marché. Mais les choses que je suis prêt à ajouter, c'est justement Bitcoin ne vaut pas 0 parce qu'il y a des pays qui disent ben, nous autres, on va faire une réserve stratégique de Bitcoin. Déjà, ça fait que Bitcoin ne vaut pas 0. Le support de Wall Street avec les ETF, je dis comment tu peux avoir une marchandise ou une monnaie
qui vaut zéro quand il y a des ETF. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait un bris majeur puis que la demande s'écroule. Puis l'inclusion financière. Donc, dans des pays où il y a une répression financière par rapport au genre ou simplement par rapport à ton statut social, tu n'es pas assez riche, disons, pour être bancarisé, ben Bitcoin, ça offre ça. Il y a les milléniaux qui ont perdu confiance, les milléniaux puis la génération Z qui ont perdu confiance aux outils traditionnels. Et peut-être qu'on a parlé des meme coins tout à l'heure, ben, il y en a là-dedans aussi qui font confiance à Bitcoin. C'est une des raisons pourquoi ça ne vaut pas zéro. Protection contre l'inflation, protection contre la censure, tu l'as nommé. Le transfert de fonds à l'étranger, les rémittances, ben, ça peut être utile pour des gens qui veulent faire des transferts à travers les frontières sans passer par les services traditionnels qui prennent un gros pourcentage. La valorisation d'énergie perdue avec le minage, ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça permet, disons, les gaz torcheurs de récupérer, en fait, cette énergie-là, puis d'enlever aussi en même temps du méthane de l'atmosphère. Puis, dernier point, la valorisation des énergies renouvelables dans le même genre. Ça permet, ça, j'ai un exemple à te donner. En Allemagne, en ce moment, en Allemagne, ils ont une surproduction de panneaux solaires parce que les gens installent les panneaux solaires chez eux. Et en ce moment, ils ont une surproduction. Les gens pourraient miner à la place de fermer leurs panneaux solaires parce que là, il y a un problème avec le grid. Le grid n'est pas capable de supporter la quantité de panneaux solaires qu'ils ont installés. Puis même que j'ai trouvé un article où ils faisaient des tests qu'en Nouvelle-Zélande, il y a un peu le même principe, puis ils demandent aux gens de fermer leurs panneaux solaires quand il fait soleil, il fait trop soleil. Parce que la grid ne le supporte pas. Donc, ça, éventuellement, au lieu de juste de ne pas utiliser l'énergie, on pourrait, ben, tu vois, j'en ai un juste là. Ça, c'est un mineur de Bitcoin. Donc, c'est une machine. C'est un S9, ouais. Donc, c'est une machine super dépassée maintenant, là, beaucoup moins efficace que les nouvelles, mais on s'en fout parce que c'est comme un radiateur, c'est comme une chaufferette que je branche dans le mur. Je l'ai mis à 600 watts. Ça pousse en plus, il y a une fan, donc c'est super silencieux. À 600 watts, ça ne fait pas de bruit. Et c'est ça qui chauffe ma maison en ce moment. Au complet, j'en ai 3 à travers la maison. Puis ça me rapporte 1,5 pièce par jour. Fait que je fais 1,5 pièce par jour en Bitcoin, en Satoshi. Je fais genre peut-être 1500 Satoshi. Puis, c'est pas rentable. Ça coûte plus cher d'énergie, mais on s'en fout parce que de toute façon, je le mettrais dans... donc, ça, c'est une autre raison pourquoi Bitcoin ne vaut pas zéro. C'est qu'on peut utiliser ce réseau-là avec tous les bienfaits que je viens de parler avant. Puis en plus, on peut en créer nous-mêmes en réutilisant d'énergie qui serait perdue parce qu'en passant au Québec, du chauffage électrique, c'est de l'énergie perdue. Il y a une utilité parce qu'on fait du chauffage, mais je la valorise 2 fois. Elle chauffe ma maison, puis je crée des bitcoins avec, donc je gère le réseau, je sécurise le réseau. Donc, moi, je trouve que c'est un outil parfait. Et ça, je ne peux pas demander à Mme Michu d'installer ça chez eux. Là, elle ne saura pas comment ça marche. Mais un jour, des convecteurs, il y aura peut-être des puces dedans qui vont... Mais ils s'en vendent déjà, des systèmes de chauffage, ça coûte peut-être 1000 $ dans lesquels il y a une puce qui te permet de mais c'est qu'un jour, ça sera vendu au Walmart, potentiellement. Là. Ça va tout être intégré. Je dis là, c'est sûr que quelqu'un peut le faire, mais Mme Michu, elle ne sait pas. Mais peut-être qu'un jour, elle va aller à son magasin préféré, puis il va avoir un truc, elle va scanner avec son téléphone, puis elle va recevoir les Satoshi en paiement, puis elle n'aura rien à faire. Là, c'est peut-être ça qui va arriver à terme. Donc, moi, je trouve que c'est une autre des raisons pourquoi ce réseau-là n'est pas à zéro. C'est qu'il y a toutes sortes d'utilités, puis même on peut en créer, on peut imprimer en fait de l'argent nous-mêmes en chauffant notre maison. Voilà. Donc là, allons-y. Parlons du fameux rapport. Laisse-moi juste le présenter à l'écran. Donc, c'est de ce. En fait, puis en passant, c'est pas un rapport directement, je veux juste qu'on le souligne, c'est pas un rapport directement de la BCE, c'est deux individus. Puis deux individus qui travaillent à la BCE. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport précédent était sur le site de la BCE. Donc là, il y a comme ils se sont juste gardés une petite gêne. Donc, on parle quand même du rapport de la BCE, mais la BCE n'a comme pas eu l'audace, en fait, de le. Parce qu'en fait, je ne veux pas devancer trop, là, mais dans le truc, avant, ils disaient que c'est juste une bulle puis ça allait disparaître. De toute façon, on n'a pas besoin de s'en occuper. Puis maintenant, ils donnent un peu une crédibilité à Bitcoin. Ils vont essayer de l'attaquer d'une manière différente parce que finalement, il ne meurt pas. Fait que c'est super intéressant. Exactement. En fait, j'arrête le partage. Là, ceux qui voudront lire l'étude, vous avez eu amplement de temps pour faire vos recherches sur Internet. Là, mais essentiellement, c'est ça qu'ils disent. Ils disent Bitcoin, c'est une bulle spéculative. Mais
Bitcoin, la bulle n'a pas encore éclaté. Donc, on veut démontrer que Bitcoin est problématique d'un point de vue social. Parce que, en fait, c'est au niveau de la distribution de la richesse. Donc, les premiers acheteurs, eux, ils ont bénéficié de la hausse du prix. Puis ça se fait au détriment de ceux qui n'en détiennent pas ou ceux qui en ont acheté plus récemment, par exemple, à 100 000 $. Donc, finalement, ça appauvrit la société puis ça ne crée rien, aucune valeur dans la société. Puis là, moi, ma critique, c'est de dire, OK, mais quelqu'un qui a acheté des actions d'Apple en 1990 puis qui les détient toujours, est-ce qu'il s'est enrichi au détriment des autres? C'est un peu le même principe. Ben Puis oui. après ça, ils disent, là, puis c'est tellement condescendant aussi, le langage qui est utilisé dans Ouais, les l'article. Lamborghini Exactement. puis Rolex. Exactement. Puis là, c'est comme une citation qui a été traduite parce que l'article est en anglais, mais ça dit les nouvelles Lamborghini, Rolex, villas et capitaux propres des portefeuilles des premiers investisseurs Bitcoin ne proviennent pas d'une augmentation de la production de l'économie potentielle. Ils sont plutôt financés par une diminution de la consommation et de la richesse de ceux qui, au départ, ne détiennent pas de Bitcoin. Donc, c'est comme si que pour eux, Bitcoin ne génère aucune valeur pour la société. Donc, Bitcoin n'est aucunement productif, mais quand tu y réfléchis un peu, puis on vient d'en parler des raisons pour lesquelles Bitcoin n'est pas à 0 $, Bitcoin, il est productif parce qu'il procure une assurance afin que mon pouvoir d'achat soit protégé du vol étatique. Donc, c'est une Ah oui. assurance Bitcoin. Donc, si tu dis que Bitcoin ne produit aucune valeur, toute l'industrie de l'assurance Ben oui. produit aucune valeur. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est ridicule. Puis, et aussi, c'est comme s'ils ne comprennent pas que du capital, OK, qui est épargné, ça a une valeur. Pour eux, en fait, un capital qui n'est pas investi vaut rien. Mais ça, c'est une pensée keynésienne ou consumérisme. En fait, c'est ça que je voulais dire. Je t'ai envoyé une vidéo d'un gars, comment il s'appelle? Giacomo, le gars de Plan B Network, là, c'est lui qui fait la conférence à Lugano, je pense. OK. Je pense que c'est Giacomo. Donc, il y a une vidéo de lui traduite en italien, mais traduite en anglais qui circule, où il décrit c'est quoi la différence entre du consumérisme et le capitalisme. Le consumérisme, c'est que tu penses que consommer, c'est ça qui donne une valeur à la société, c'est ça qui permet à la société de fonctionner, un peu comme on a vu avec la crise de 2008, où je m'en souviens encore, où à la télé, ils nous disaient là, guys, on est en crise économique, il faut vous consommer. Là. Consommer parce que sinon l'économie va briser. Ça, c'est du consumérisme. À l'opposé, tu as le capitalisme. En fait, c'est qu'il dit que les gens confondent consumérisme et capitalisme. Ils critiquent le capitalisme, en fait, ils critiquent le consumérisme. Ouais. Le capitalisme, en fait, c'est de prendre du capital puis de l'épargner pour compenser pour l'incertitude du futur. Et pendant que ton capital il est stationné, là, ben, il ne compétitionne pas pour les autres ressources. Donc, ça laisse de la place aux autres pour acheter des ressources à des prix plus bas. Donc, il n'y a pas une espèce de compétition malsaine où les gens achètent des ressources qu'ils n'ont pas besoin juste pour faire rouler l'économie, faire le serpent qui se mord la queue, là, genre, tu sais, faire le keynésianisme, en fait, où tu brises, tu creuses un trou puis tu le remplis puis tu as créé du GDP, là, La richesse, cette fameuse blague de keynésianisme. Donc, je vais juste dire que dans ce que tu viens de dire, tout simplement, c'est comme s'il disait que de l'épargne, en fait, c'est pas productif. Mais moi, je suis pas d'accord. De l'épargne, c'est de se protéger contre l'incertitude du futur. Puis un capital qui est épargné, ben, il laisse la place aux gens d'utiliser les vraies ressources de l'économie qu'ils vont pouvoir utiliser à moindre coût parce qu'on a stationné. C'est comme, il y a des gens qui sont fâchés après les milliardaires, comme s'ils volaient le reste de la société. Mais en fait, un milliardaire, ben, d'un milliardaire, sa valeur est dans des actions, là, donc son capital est productif d'un côté. Mais même s'il y avait $1 milliard de côté, c'est $1 milliard là de côté, puis il ne s'en sert pas, bien, c'est du capital qui est stationné qui laisse la place au reste de l'économie de fonctionner sans que ce capital-là vienne faire monter les prix ou compétitionner. Donc, il ne vole rien à personne, en fait, même quand ce capital n'est pas productif, comme dirait le rapport de la BCE. Donc, c'est un petit aparté que je voulais faire par rapport à ça. Ça me fait toujours rire quand ils disent ça. Comme si quelqu'un qui épargne volait quelque chose à la société. C'est faux. Ouais. Mais l'épargne est fondamentale à toute société qui aspire à créer de la richesse. Ah oui. Parce que c'est de l'épargne que découle l'investissement. Si tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas d'investissement. C'est sûr qu'eux pensent que d'imprimer de la monnaie, ça crée de la richesse ou de là peut découler de l'investissement, mais c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, Gabriel. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ils disent qu'il faut créer l'argent en amont, sinon il n'y aura pas d'économie. C'est
c'est un autre vidéo. Là. Je suis certain que tu en as déjà parlé sur ta chaîne, puis on pourrait faire une vidéo de 2 heures là-dessus, mais c'est ça qu'ils veulent dire. C'est qu'ils veulent dire, c'est un peu la même logique que de dire si l'argent n'est pas créé en amont, il n'y aura pas de. Alors que toi et moi, ce qu'on dit, c'est non, il faut épargner avant. Et après ça, on peut investir à partir de ce capital-là qui est épargné. Puis c'est la notion d'épargne versus investissement. L'épargne, c'est relativement sans risque. Puis l'investissement, bien évidemment, il y a un risque parce que tu mets ton argent en jeu, puis tu peux récolter des fruits ou perdre. C'est selon Parce que si ça fonctionne ou pas. quand tu épargnes aujourd'hui, c'est pour avoir des meilleures conditions de vie plus tard. Quand tu consommes aujourd'hui, normalement, c'est l'inverse qui Exactement. se produit. Donc, Consumérisme versus historiquement, capitalisme. les sociétés qui ont épargné le plus ont été celles qui ont pu investir puis améliorer leurs conditions de vie. Puis le problème, là, c'est qu'on a un problème monétaire. Ça fait que notre préférence temporelle est tellement réduite que la valeur de notre est haute, très haute. C'est juste ça. En tout cas, bref. Ouais, high, parce que je pense tout le temps à des gens qui comme inversé, sont là, high. c'est ça. Ouais. Pense à quelqu'un qui est high, là, ben, c'est parce qu'il veut consommer, ben, c'est ça. C'est comme ça que je le fais. High, c'est négatif. C'est ce qui fait que notre préférence temporelle est tellement élevée compte tenu que notre monnaie perd de la valeur, donc on veut la dépenser aujourd'hui au lieu de l'épargner. Puis, ben, c'est ça. Donc, ça crée des enjeux. Alors que quand notre monnaie est bonne, par exemple Bitcoin, qui est une assurance qui me permet de conserver mon pouvoir d'achat, la valeur de la richesse que j'ai créée dans l'économie, ben, si ma préférence temporelle est basse, ben, ça me permet de faire des investissements qui vont être durables, bénéfiques pour l'économie. Bref. Je conclurai en disant que je ne comprends pas comment les écologistes ne sont pas 100% pour Bitcoin parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu viens de dire. Parce que Bitcoin, c'est une des réponses à la surconsommation. Exact. Si tu es dans un monde de Bitcoin, il n'y aura pas de surconsommation. Les gens vont être incités à conserver en fait leur capital au lieu de le dépenser pour rien, sur des Rolex ou des Lamborghini. Voilà. Oui, exactement. Puis, dans ce même rapport dont on discute actuellement, il y a un autre élément qui parle de l'aspect politique. En fait, et là, je paraphrase un peu ce qui est dit dans l'article, mais ils disent que les retardataires, donc ceux qui ont acheté plus tard, les non-détenteurs, puis les représentants politiques de ces gens-là, devraient souligner que Bitcoin, en tant qu'investissement, repose sur une redistribution à leurs dépens. Donc, finalement, eux ne bénéficient pas de Bitcoin, autrement dit. Puis, ils devraient influencer les élections en faveur des politiciens qui prônent des politiques finalement anti-Bitcoin parce que ceux qui ont des politiques pro-Bitcoin, bien, ils alimentent la division de la société. Donc, finalement, c'est comme si étant donné qu'il y a des gens qui n'ont pas de Bitcoin ou qui n'en ont pas acheté ou qui en ont acheté plus tard, il faudrait niveler par le bas. Ouais. Autrement dit, c'est une espèce de dynamique socialiste de l'égalité des résultats puis non des opportunités. Tout le monde avait l'opportunité d'en acheter, tout le monde a toujours l'opportunité d'en acheter aujourd'hui. Il faudrait qu'on ramène tout le monde plus bas. Tout à fait. C'est comme si que les travailleurs, là ici, ce serait les bitcoiners, ce seraient des mauvaises personnes parce qu'ils ont des chômeurs qui n'ont pas de travail. Donc, les travailleurs devraient donner de leurs heures de travail aux chômeurs. Ils devraient partager le temps de travail également entre tout le monde. C'est un peu ça la dynamique socialiste là, qui est dans l'article. Tout à fait. Puis ça explique pourquoi c'est pas sur le site de la BCE, parce que la BCE devrait être neutre. Là, c'est clairement un appel politique. Ça c'est Oui. déjà ça. Puis deuxièmement, ce qui est extrêmement incroyable, c'est que ce qu'ils décrivent là c'est l'effet cantillon aussi. La Banque centrale fait exactement la même chose que ce qu'ils décrivent. Tu comprends-tu? Exact. La Banque centrale imprime de la monnaie, l'offre aux banques, la met disponible aux banques privées, l'élite, machin. Puis là, eux, ils peuvent profiter du pouvoir d'achat complet de cette monnaie-là. Puis quand le fameux travailleur à qui ils parlent en bas de la chaîne reçoit l'argent, bien, déjà déprécié. Donc ça s'appelle l'effet cantillon. Donc, c'est fascinant de voir que 2 gars d'une banque centrale viennent nous dire « Ah, mais vous savez, vous devriez vous liguer contre les méchants bitcoiners parce que eux, ben là, leur monnaie a pris de la valeur, donc ils profitent de vous. D'autres, c'est littéralement votre modèle d'affaires d'une banque centrale. C'est ça, une banque centrale. C'est tu mets à disposition d'une monnaie non dévaluée à des gens qui sont proches, en fait, de la presse à monnaie. La presse à monnaie. Puis après ça, ben, quand ça découle, les gens qui le reçoivent ont de la monnaie dévaluée. Puis ils s'adressent à ces gens-là en leur disant « Ah, les bitcoiners sont pas fins, là, ils vous ont tous pris votre valeur. » Ça fait... C'est tellement incroyable. C'est ça l'ironie. Oui. Effectivement, tu mets le doigt dessus. C'est qu'ils défendent. En fait, ils sont contre. En fait, c'est ça. Ils défendent un système qui est à leur propre bénéfice. Oui.
Ben, il dit liguez-vous pour qu'on puisse garder notre caste d'imprimeurs de monnaie puis qui profite à nos amis. C'est ça qu'ils disent. Liguez-vous ensemble et lisez des gens qui vont dire non, 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 ce méchant Bitcoin. Puis en fait, ce qui est Bitcoin, ce que ça permet de faire, c'est à tous ces gens-là, c'est de pouvoir en acquérir puis de profiter justement de cette montée de la valeur, contrairement à eux qui nous donnent de la monnaie qui déprécie tout le temps. Je sais pas trop. Est-ce qu'ils disent vive nos chaînes, vive le roi? Je sais pas trop. C'est aussi une critique du libre marché parce que la distribution de Bitcoin s'est faite de façon libre. Il n'y a pas eu de ICO, il n'y a pas rien eu. Là. C'est OK, mais vous pouvez miner si vous voulez. Puis les premiers qui ont compris un peu les enjeux du système monétaire actuel, qui ont tombé sur Bitcoin, ben, c'est eux qui en ont profité. Mais c'est comme si que finalement, et c'est une critique aussi du libre marché parce que eux, dans leur vision, la monnaie devrait être distribuée par l'État. Ça devrait être l'État, les grands Manitou, ceux qui contrôlent les marionnettes, qui décident où va l'argent, tu sais. Bref. Clairement. On va parler de micro-stratégie, puis par la suite, on va... Oui. Je m'étais pris une note. Dans le fond, ce qu'ils disent l'inverse de « if you can't beat them, join them ». En fait, c'est ça. C'est ça. Ils disent l'inverse. Tu sais, normalement, tu dis on peut pas Bitcoin, on peut pas le défier, tu sais, il va toujours exister, il va être là. Normalement, on devrait dire, ben écoute, si on ne peut pas le vaincre, on va joindre le party, puis on va en profiter nous aussi. En fait, ils disent exactement aux gens, faites le contraire. Vous ne pouvez pas le battre, mais essayez de le combattre quand même parce que c'est pas juste. Quelque chose comme ça. Voilà. On va parler de micro-stratégie, puis après, on va parler de ton passage à l'émission de Bureau. Donc, micro-stratégie, je dois dire que je vais expliquer un peu brièvement ce que fait micro-stratégie. Essentiellement, MicroStrategy fonctionne de deux façons. La première, c'est qu'il y a une technique d'ingénierie financière où MicroStrategy émet sur le marché de la dette. Donc, généralement, ce sont des obligations convertibles, c'est-à-dire que c'est des obligations qui peuvent être transformées en actions lorsqu'un certain prix est atteint. Et ce sont des obligations qui portent un taux d'intérêt très, très faible. On parle en dessous d'1%, même que des fois, c'est 0%. Donc, c'est comme un call option. C'est pour ceux qui comprennent un peu les finances, c'est un contrat d'option sur le prix de MicroStrategy. Donc, MicroStrategy émet de la dette sur le marché, achète des bitcoins, le prix de bitcoin augmente, ça fait augmenter le prix de MicroStrategy. Donc, les détenteurs de la dette voient la dette convertie en action et bénéficient de l'appréciation par rapport au strike price, donc le prix d'échange de l'obligation en action. L'autre façon dont MicroStrategy fait de l'arbitrage avec Bitcoin, c'est que présentement, il y a une prime à la détention de MicroStrategy. Donc, MicroStrategy, c'est une entreprise qui offre une espèce de logiciel que je ne connais pas, mais la valeur de l'entreprise est à peu près zéro. OK? La seule raison pour laquelle MicroStrategy a une valeur, c'est parce qu'elle détient sur son bilan financier des bitcoins. Donc, on se dit que si MicroStrategy détient actuellement autour de 400 000 bitcoins, donc 400 000 fois le prix de bitcoin, c'est la valeur de MicroStrategy. C'est quoi, 40 milliards? C'est à peu près ça. MicroStrategy vaut 40 milliards en termes de bitcoin. Or, le prix de l'action se transige beaucoup plus haut. Parfois, la prime, c'est 2-3 fois le prix des bitcoins qu'elle détient. Donc, c'est là que vous allez vous poser la question, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des institutions, il y a des gens qui ne peuvent pas détenir directement du Bitcoin ou des fonds négociants à une bourse de Bitcoin, donc qui détiennent du MicroStrategy pour avoir une exposition Bitcoin dans leur portefeuille. Et là, ce que fait MicroStrategy, elle se dit, OK, moi, j'ai 40 milliards de Bitcoin sur mon bilan, mon prix de l'action est, mettons, 80 ou 120 milliards. Je vais émettre des actions sur le marché pour diluer finalement le nombre d'actions par rapport au prix de chacune d'entre elles, puis acheter des bitcoins avec. Donc, finalement, on vient essayer de rééquilibrer le tout. Donc, c'est de cette façon-là que MicroStrategy acquiert des bitcoins. Là où ça pourrait mal tourner... Oui, vas-y. Avant, si tu me permets, c'est que je pense que tu as parlé qu'il y a deux stratégies, mais tu parles des actions. Là. Oui, il y a des compagnies qui détiennent du MicroStrategy parce qu'ils ne peuvent pas détenir le Bitcoin, mais au-delà de ça, il y a des compagnies qui sont obligées d'acheter des bons. OK? Et c'est une autre des raisons pourquoi il y a l'astuce, c'est que, par exemple, des compagnies d'assurance qui ont légalement une obligation d'acheter une telle quantité de bons, bien, ils achètent des bons. Je pense que ton éditoire est familier avec ça, là, mais il y a des actions, il y a des bons. Eux autres, ils émettent de la dette sous terme de bons qui peuvent acheter à terme des actions. Mais quand ils émettent les bons à 0%, c'est là que ça crée un marché pour des institutions qui ne peuvent même pas nécessairement
y a une portion qui sont obligés d'acheter des bons. Donc, ils achètent des bons de MicroStrategy à un premium parce qu'ils pensent que, parce que d'ailleurs, ils sont obligés d'acheter des bons, puis ils préfèrent acheter ces bons-là, même si le ticket, comment on appelle ça, le pourcentage, comment on appelle ça? Le principal, non, Le taux d'intérêt ou? ouais, mais il y a un nom pour ça, désolé. Je pensais que ça me viendrait, mais le taux d'intérêt, là, même s'il est à zéro, en fait, ils vont. Donc, c'est une ça fait partie de sa stratégie financière de dire que ça ouvre un marché pour ces entreprises-là, parce qu'il y a une grosse compagnie d'assurance allemande là, qui a acheté genre plusieurs dizaines de millions, c'est pas des centaines de Je pense millions qu'ils ont acheté, de bons. ils ont acheté 25 de la dernière émission. C'est ça, 25 de la dernière émission, parce que je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, c'est que ces institutions-là, par la loi, sont obligées d'acheter un certain volume de bons dans leur portefeuille. Puis je pense que ça leur permet en fait de s'exposer à Bitcoin. Mais comme tu dis, ils payent comme 3 fois la valeur de. Mais la raison, c'est que à chaque fois que. C'est ça, comme tu disais tantôt, parce que tantôt, tu disais ça, mais en parlant de l'action. C'est que là, pour le bon, c'est s'ils émettent, disons, 250 millions en bons, bien, ils vendent plus cher, mais avec le bon, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des bitcoins. Fait que ça rajoute encore des bitcoins dans le. Donc, je ne suis pas sûr que ça fait la. Je pense pas que ça compense pour le x3, là, évidemment, mais ça expliquerait. Et ça, si tu me permets juste d'ajouter que j'ai lu beaucoup de critiques par rapport à un gars que je respecte, c'est Emile Stansted. Qui a écrit les 2 volumes Money Dethrone là, que j'ai beaucoup aimé. En fond, c'est l'histoire de la monnaie marchandise. C'est des 2 livres super intéressants sur le sujet. Lui, c'est une critique assez. En fait, ce qu'il critique, c'est pas une. Parce que des fois, il y a des gens qui critiquent le modèle de MicroStrategy parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne comprennent pas un peu ce que tu as décrit, le mécanisme. Ils vont dire oui, mais ça ne fait pas de sens qu'il y a le prix est 3 fois plus cher que ce qu'ils détiennent en Bitcoin. Oui, mais la réponse de Saylor à ça, c'est oui, mais Microsoft, l'action se vend à 50 fois leurs actifs, tu comprends? C'est un peu logique dans le monde des actions puis que ça soit un certain multiple des actifs. Ce que Saylor dit qu'il vend, en fait, c'est une porte d'entrée pour ces compagnies-là qui ont besoin d'acheter des bons. Fait que c'est comme ça qu'il justifie. Mais Émile, en fait, ce qui semble dire, c'est Émile Sandsted, c'est tout simplement que pas que c'est un Ponzi. Je sais pas, il y a un moment donné, je sais pas s'il a mentionné le mot Ponzi, mais c'est qu'il dit le premium, il se fait sur les nouveaux entrants, en fait. T'sais. C'est que ceux qui étaient déjà là, ils profitent que les nouveaux entrants payent 3 fois le prix pour. Donc, moi, je ne suis pas assez calé là-dedans pour savoir si sa critique est bonne, mais je le mentionne dans le sens qu'il y a certaines critiques parce que les critiques souvent que je vois, comme je t'ai expliqué, c'est qu'ils ne comprennent pas, en fait, le mécanisme en dessous, sous-jacent. Mais lui, il semble le comprendre, il est assez ferré dans ce domaine-là. Puis il critique en fait le modèle en disant que c'est un peu les nouveaux entrants qui payent pour le rendement. Puis de toute façon, à force, ça va se stabiliser. Hein. Éventuellement, ça ne pourra plus être 3 fois, là, parce qu'il y aura plus, comme j'ai expliqué un peu en début de vidéo, éventuellement, on ne va pas espérer des x100 ou des x10 là, dans Bitcoin, ça va être fini. Fait qu'il ne pourra plus se baser sur la capacité d'appréciation du cycle de 4 ans. Ah, il faut-tu mentionner aussi que c'était un cycle de 4 ans. Dans ce qu'on mentionnait tantôt, là, pour les bons, tout ça, c'est qu'on pense que tu l'achètes à l'année 1, mais Bitcoin va nécessairement valoir plus cher à l'année 4 du bon. Fait que tu ne vas pas racheter l'action. Fait que je voulais juste rajouter ça, qu'il y a certaines critiques, des fois, qui sont des critiques naïves qui ne comprennent pas, puis il y a d'autres critiques qui sont un peu plus connaissantes, qui vont critiquer un peu le système. Mais moi, je ne peux pas vous donner vraiment mon opinion parce que c'est un petit peu trop compliqué pour moi. Et je voulais vous le mentionner. Moi, Michael Saylor, il me fait peur un peu parce qu'il est tellement confiant dans sa stratégie, puis il est tellement comme all-in que j'ai peur que ça tourne mal parce que ça peut mal tourner ce truc-là. Puis la façon où ça peut mal tourner, c'est que Michael Saylor MicroStrategy émet des obligations sur le marché. OK? Normalement, les obligations, c'est autour de, comme tu as dit, 4-5 ans, la date d'échéance. Mais si, après 4-5 ans, pour une raison X, je ne sais pas, le prix de Bitcoin arrête de bouger pendant 4-5 ans, ne bouge pas, ou il descend puis il ne remonte pas. OK? Bien, dans 4-5 ans, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas atteint le strike price qui va enclencher la transformation des obligations en actions. Et là, même s'il n'y a pas d'intérêt sur les obligations, Michael Saylor va devoir rembourser la valeur des obligations aux détenteurs. OK? Donc, si, disons, une obligation vaut 1 000 il faut qu'il rembourse le 1 000 Or, il n'y a pas les flux financiers du côté de son entreprise pour le faire. Il est 100% dans le Bitcoin.
Donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est vendre du Bitcoin pour rembourser les obligations. Mhm. Et ça, compte tenu du fait qu'il détient des centaines de milliers de Bitcoins, ça pourrait avoir un impact hyper négatif sur le prix de Bitcoin. Ouais. Donc, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Puis moi, ça me fait un peu peur. Je ne sais. Oui, Bitcoin fonctionne sur des cycles de 4 ans, mais si jamais il se passe quelque chose, puis je ne sais pas c'est quoi, ça peut être, je ne sais pas quel peut être l'élément déclencheur, mais qui fait que Bitcoin entre dans une période de léthargie plus longue que celle qu'on a connue jusqu'à présent, Mhm. ça peut causer un élément qu'on va dire d'ordre, on va dire, Systémique, peut-être? systémique, mais Ouais. sismique. Là, ce serait vraiment, c'est vraiment comme un gros tremblement de terre. Ça pourrait causer des dommages importants du côté de Bitcoin sans nécessairement déranger les Gabriel, fondamentaux on l'a de vécu Bitcoin. avec FTX, puis avec, tu Oui, sais, fait que, en fait, tu as 100% raison. Le danger, c'est pour les détenteurs d'actions ou de bons de MicroStratégie, parce qu'en fait, Bitcoin, oui, ça va avoir un effet négatif sur son prix, mais Bitcoin, il va survivre, puis il va faire comme c'est arrivé avec c'est ça. FTX, puis comme... mais c'est bien, en fait, que tu le mentionnes. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment un bet sur le fameux cycle de 4 ans, mais je vois mal... En fait, j'ai aucun doute que le prochain cycle de 4 ans on va en parler tantôt sur le futur de Bitcoin. Là. On fera peut-être même des prédictions, peut-être, comme on fait à chaque fois. À chaque fois, on a raison, d'ailleurs. Euh, ceci dit, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai bien l'impression que là, ça va fonctionner, mais peut-être éventuellement, le, le multiple va se calmer. Là. A few moments later. Bref, les fondamentaux, c'est que les fondamentaux, c'est qu'il faut absolument que les obligations se convertissent Ouais, au prix inscrit dans l'émission parce que c'est ça. sinon, il va devoir les rembourser Les en rembourser. vendant du Bitcoin. Ouais. Essentiellement, si les gens veulent retenir une chose, le risque, c'est ça dans C'est MicroStratégie. ça. C'est que le prix de Bitcoin ne continue pas d'augmenter comme on pense qu'il va le faire. A few inches later. Ouais, Selon dans le les fond, ce que tu expectations. veux C'est ça que je veux dire, dire. c'est ça. C'est que si, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que si la prime du prix de l'action est trop élevée par rapport à la valeur sous-jacente de l'actif détenu, bien, éventuellement, cette prime-là risque de s'effondrer. Donc, Ouais. les obligations émises sur le marché à partir du prix surévalué, bien, Ouais. pourraient arriver dans une situation où le strike price ne va pas arriver, donc il va devoir rembourser ces émissions-là. Ouais, c'est vrai, ça. C'est un autre risque. Oui, Bref, on va. J'espère que les gens ne nous ont pas trop perdus Ah avec oui, ça nos c'était. fois, nos Ouais, 1.5. c'est un peu compliqué. Exactement. Donc, on Ça- va passer au Oui. prochain truc par rapport à MicroStratégie. C'est sa présentation devant le CA de Microsoft parce que Michael Saylor est une espèce d'évangéliste qui essaie d'amener d'autres entreprises à créer une réserve de Bitcoin sur leur bilan financier. Et là, cette présentation-là était d'une durée d'à peu près 3 minutes. Et je vais te donner mes commentaires là-dessus. Vas-y. C'était très expéditif, c'était pesant et c'était étourdissant. Parce qu'en 3 minutes, il y avait comme une vingtaine de diapositives sur lesquelles il passait à peu près 3 secondes. Je comprends c'était quoi son objectif, c'est-à-dire, voici ma présentation, vous ferez pause. Vous la réécouterez, vous ferez pause sur chacune des diapos. Mais moi, si je suis membre du CA de Microsoft, OK, que je suis plus ou moins intéressé sur Bitcoin, que je connais plus ou moins la chose, j'ai écouté ça, puis honnêtement, je suis comme, c'est quoi cette patente-là? Ouais, Ça n'a je pas comprends. rapport. Je comprends, mais est-ce que c'était vraiment destiné aux gens de Microsoft ou ils savaient que, Ouais. comme des gens comme toi puis moi, ça allait faire le tour du monde puis allaient regarder la présentation? Tu sais, il a fait, je pense qu'il a optimisé sa chance. Il savait que les gens allaient. Mais après ça, les gens à travers le monde allaient peut-être écouter ça puis regarder ça après. Est-ce que c'était efficace pour la destination des actionnaires de Microsoft? Comment toi, t'aurais fait ça? T'aurais fait plus un elevator speech de 3 minutes avec des faits un petit peu plus clairs, un peu plus simples pour. Il aurait pu choisir Honnêtement, ça. honnêtement, là, tu me poses la question un peu à brûle-pourpoint. J'aurais probablement fait un genre de petit récap rapide de c'est quoi Bitcoin, pourquoi c'est important, pourquoi ça va Ouais. prendre de plus en plus d'importance dans le système financier. Puis, peut-être expliquer un peu sa stratégie, puis le futur. Tu sais, peut-être 1 minute sur chaque. Essayer d'y aller avec genre 1 ou 2 diapositives par minute pour Ouais. que ce soit clair, que les gens puissent comme avoir leur attention fixée sur un truc, puis pas se faire flasher. Là, c'était un peu Ouais. stroboscopique son truc. Là. Ah oui, tout à C'était fait. l'enfer. Là. Il a fait, sur chaque slide, il y a au moins, mettons, mettons, en moyenne, 3-4 phrases, comme, au moins, puis il en lit juste une.
sais, il lit la première, il Ben, switch, il lit. Fait que c'est mais vraiment. là, tu voulais commenter sur 2 diapositives Oui, particulières de sa présentation. oui. Donc, pour les gens qui voudraient l'écouter dans son entièreté, vous avez simplement aller sur le compte de Michael Saylor, donc sur Twitter, sur X. Puis vous allez pouvoir la trouver, mais je vais partager mon écran, puis tu pourras commenter sur les 2 diapositives. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant là, dans le speech, qui était étourdissant, tu as raison. Mais c'est ces deux Non. diapositives, mais l'autre Là, d'avant, j'ai celle-ci, puis j'ai celle-là. c'est Donc, ça. ça, Donc, je pense que c'est actuellement, là. ouais. C'est ça. Fait que ça va parler à. Je pense que ton auditoire est assez, ben, peut-être pas nécessairement familier, mais ça va leur parler. Déjà, on voit l'or à 16. On va dire, on utilise tout le temps les trillions, puis c'est pas un vrai mot en français, Non, malheureusement. c'est Là, ça. ça n'existe pas en français, des trillions. Ben, en fait, oui, ça existe, mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est des milliers de milliards, donc 16 000 milliards pour l'or. Mais on va dire trillions parce que sinon, tout C'est le monde ça. comprend. Là. Tout le monde Je vais, comprend. je vais faire l'erreur, on va dire des trillions. Donc, le marché de Bitcoin est à 2 trillions en ce moment, donc au prix d'à peu près de 100 000 fois 21 000 unités, ça fait à peu près 2 trillions. L'or est à 16 trillions. L'or est à OR, c'est à 16 trillions, puis l'art Ouais. est à 18. Bon, le marché des équités, on le voit à 115, le marché de l'immobilier à 330, les bons. Bon, puis moi, ce que je veux vous attirer votre attention ici sur cette slide, c'est ça qui m'a frappé, c'est que Michael, dans la slide d'après, tu peux juste la mettre 2 secondes, juste montrer, Oui. c'est qu'il estime que Bitcoin va se rendre à plus de 200 trillions, donc 200 000 milliards de capitalisation dans 21 ans. OK? Donc, ça, on va dire 200 pour simplifier ça. Fait qu'il pense que Bitcoin va être au moins à 200 trillions, donc 200 000 milliards, dans 21 ans. Là, je vais vous relativiser ça. Ça a l'air très impressionnant. Tu dis, ben voyons, on va passer de 2 à 200, donc on va faire fois 100. Regardez bien ça. Retourne à la slide précédente. L'or, ici, en ce moment, est à 16. C'est marqué 16, mais c'est plus autour de 18. Là. En ce moment, j'ai regardé hier. Bien, sachez qu'en 2013, OK, l'or était à 2 trillions, 1,9 Ah ouais. trillions en 2013. Ah ouais. Donc, ça a fait x10. OK? 1,9 10 ans. à 18 en 10 ans. Ça a fait x10 en 10 ans. C'est ça que je veux qu'on relativise ensemble. Puis ça, c'est des ordres de grandeur que ton auditoire, je pense, est familier. C'est des gens, Oui. des boursicoteurs. Donc, là, on se dit, ouais, 2 à 200, ça n'a pas de sens. Mais OK, là, on ne parle pas de 10 ans, on parle de 21 ans. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous relativiser, c'est que déjà, depuis 2013, pour le marché de l'or, on est passé de 1,9 à 18, ce qui est un facteur de à peu près x10. Premier truc. Deuxième truc, regardez la monnaie à droite. Le total de monnaie, c'est 120 trillions. OK? Oui. Tu peux changer de slide. Lui, il estime que dans 21 ans, le volume de monnaie va être à 500 trillions. OK? 500 000 milliards. Ben ça, les amis, j'ai eu un espèce de petit doute en me disant ça ressemble à son fameux 7 par année avec le compound interest. Et je l'ai calculé. Et je vous confirme que je te l'avais envoyé, je ne sais pas si tu l'avais mis, mais j'ai un petit calculateur que je me sers tout le temps là, pour calculer. En fait, je ne sais pas si tu l'avais envoyé, mais j'ai mis ça dans un calculateur d'intérêt composé. Puis si je pars de 120, OK, bon, 120 trillions, à 7 par année pendant 21 ans, OK, ça donne exactement 520 en intérêt composé. Donc, un 7 par année, à partir de 120 pendant 21 ans, ça donne 520 trillions. Pourquoi je vous dis 7 c'est parce que Michael Saylor, ainsi que Lynn Alden et Saif Dinamus, tous ces bitcoiners-là proposent que depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, le volume de monnaie dans les pays occidentaux augmente. Ah, c'est ça, exactement. Tu vois, donc, on a 120 investissement initial, on a un taux d'intérêt de 7 composé annuellement. Sur 21 ans, ça donne 520. Donc, ce n'est pas un hasard, là, tu peux retourner à la slide avec le 520. Ce n'est pas un hasard, le 500 trillions qu'il y a là. Et c'est littéralement ce que lui propose en disant que chaque année, les banques centrales impriment 6 à 7 de plus de monnaie. Donc, ce que je veux vous dire ici,
c'est qu'on peut se dire, ah mon Dieu, hey, fois 100 doit passer de 2 à 200, c'est énorme en 21 ans. Bien, il faut penser aussi que la masse monétaire passe de 120 à 500. Puis ça, c'est juste l'inflation standard des banques centrales. Ça va aller par là. Tu sais, ça va. Je veux dire, ça va si les banques centrales continuent sur cette tangente, on va nécessairement passer d'un volume monétaire de 120. C'est inévitable. C'est ça. Merci, c'est le mot que je cherchais. De 120 à 500. Donc, ce qu'on voit au final, c'est que l'or va avoir une augmentation assez mineure comparée à ça, parce que tu vois, on fait presque x5 pour la monnaie. Fait que tu peux retourner à la première slide. Si on a l'or qui est à 16 sur la slide, on passe à 45. Donc, c'est un facteur de 3. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que l'or, il stagne un petit peu. C'est juste un facteur x3 sur 21 ans. Donc, il a laissé des parts de marché à d'autres marchés. Pour l'or, c'est quoi l'or? Lui, il estime à... tu vois, l'or, c'était 18 à 100. Donc, lui, c'est un facteur x5. Donc, ça ressemble peut-être au 7 par année. Donc, il juge que l'or va continuer un peu son petit bonhomme de chemin. Puis, il considère que Bitcoin va probablement prendre une part du marché, une grande part, en fait, de la croissance de l'or et probablement de d'autres marchés. Je n'ai pas fait l'analyse complète là, pour faire la comparaison, mais je voulais juste vous mettre ça en perspective qu'en 2013, le marché de l'or, c'était 2 trillions, qui est l'équivalent à Bitcoin, et qu'aujourd'hui, en fait, et que là, 10 ans plus tard, il est à 18. Là, c'est 16 sur le graphe, mais j'ai calculé, c'est 18. Donc, on a fait un facteur x10. Puis si, en passant, si on fait x10 en 10 ans, puis on refait un autre x10 les autres années, on est-tu d'accord que ça fait x100, me semble? Oui, si c'est ça. Donc, ça veut dire que Bitcoin passerait, selon Michael Saylor, bien sûr, ce n'est pas une discussion, là, c'est pas assuré ce truc-là, là, mais ouais. donc lui, c'est x100, comme tu viens de le mentionner. Ouais. Donc, le prix passerait de... c'est 10 millions, en fait. À peu près 10 millions ouais, par Bitcoin. Lui, c'est son target. Je pense qu'il parle depuis un bon moment. Fait que c'est sur 21 ans, hein, c'est quand même... puis c'est ça, je voulais juste donner les heures de grandeur, c'est qu'aujourd'hui, ça a l'air incroyable, mais il faut se rappeler que tous les chiffres nominaux, ils grossissent à cause du fameux 7 par année. Votre facture d'épicerie, elle va peut-être passer de 200 à 2000 $ aussi. Là, c'est ça. Donc, c'est pas nécessairement, sur 21 ans, on fait naturellement un x5. Donc, un x10, c'est pas si grand. Donc, il va y avoir quand même une croissance. Et donc, je voulais juste compléter cette petite parenthèse-là intéressante que je voulais donner les ordres de grandeur sur un rapport que j'ai vu. J'ai vu un tweet retweeté par probablement quelqu'un que je suis, d'un rapport de 2013, une espèce de firme là, d'investissement qui a prédit précisément le prix de Bitcoin à 100 000 en 2024. C'est Wedbush. Pour ceux qui suivent les marchés, Dan Ives fait partie de Wedbush. Lui, c'est un gars moi, tu vois, je connaissais pas ça, mais je trouvais ça étrange. Je me dis, je vais aller voir. Fait que j'ai trouvé le rapport. C'est un rapport qui a été publié sur des plateformes de trucs scientifiques. J'ai finalement trouvé. C'est pas écrit mot pour mot, mais ce qu'il dit, c'est que c'est là que j'ai vu la valorisation du dollar en 2013 à 1,9 trillion. C'est que ils disent que ils évaluaient qu'en 2013, Bitcoin avait 1% de la demande peak qui évaluait pour dans 10 ans. OK? C'est la page d'en bas. Non, descend. Je ne peux pas vraiment descendre, c'est une image. Ah oui, c'est ça, c'est pas. Je t'ai envoyé le vrai lien dans notre conversation. Je sais pas si je peux te le. En fait, non, je t'ai envoyé une petite image dans notre conversation. C'est ce que j'ai ouvert. Non, c'est une plus petite. Attends. T'as juste à oui, ok, oui, je sais de quel tu parles. C'est une petite image, là. Fait que là, au moins ça a donné à tes auditeurs l'espèce de. Mais là, c'est dans l'image que tu vas montrer. Il y a une mention, c'est le fameux, basé sur ce framework, on postule que le prix du Bitcoin reflète une pénétration de marché de 1% de sa demande potentielle dans 10 ans. Donc, en fin décembre 2013, Bitcoin est à peu près à 1000. Hein? C'est fou, hein? En 2013, Bitcoin était à 1000. On a oublié ça. Après ça, il a vraiment baissé. C'est juste quelques années plus tard qu'il a repassé la fameuse barre à 10 000. Fait qu'il y a vraiment eu des gens là, où il y avait des Diamond Hands de descendre jusqu'à
400-500, puis après ça, finalement, vers 2016, je pense, de remonter. Donc, on oubliait ça, mais en 2013, Bitcoin a valu 1000 $. Donc, ce qu'ils disent ici, c'est que la demande serait 1% de son pic dans 10 ans. Donc, si je le comprends bien, c'est 1% de la valeur pic, ça serait 1000. Donc, 1%, 1000 fois 100 donne 100 000 dans 10 ans. 2013 à 11 ans, disons, 2024. Donc, j'avais vu ce tweet, il disait ce rapport-là avait prédit la valeur de Bitcoin pour 2024 à 100 000. Puis je me suis un peu creusé la tête pour trouver la prédiction, mais je pense que c'est ça qu'il veut dire. Puis en fait, il dit juste en haut, Bitcoin pourrait faire de x10 à x100 de son prix actuel, qui était 1000 à cette époque-là. Ben, après ça, il parle de 10 ans. Boum! C'est vraiment, ils ont prédit en 2013 que Bitcoin allait valoir. Et c'est là que j'ai vu le fameux 2 trillions pour le marché de l'or. Puis ça m'a fait relativiser tous les chiffres que Saylor a présentés. Et donc, pour conclure ça, tu as raison, hein, pour je ne sais pas, les actionnaires de Microsoft, là, peut-être qu'ils n'ont pas tout ça en tête, là, ils voient les chiffres, ils se disent, mon Dieu, 280, ça ne fait pas de sens, c'est fois 200 ou c'est fois 100, mais il faut quand même relativiser avec les autres chiffres que le fameux 500 trillions, c'est juste une croissance normale, entre guillemets, de l'impression monétaire des banques centrales. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant de sa présentation, mais ça, il n'en parle pas, il fait juste passer des slides vite en 3 minutes, mais au moins, j'ai retiré ça, puis ça m'a donné une belle vue d'ensemble, je crois, pour l'avenir. Voilà. Mais au final, on s'en fout un peu de Michael Saylor dans la mesure où Bitcoin va faire son truc, peu importe si la présentation de Michael Saylor était bonne ou pas. Oui, tout à fait. Puis je conclurai en disant qu'il fait littéralement la spéculative attaque sur le dollar que, comment il s'appelle, Pierre Rochard a publié genre en 2014. On parle de trucs de 10 ans, là. Pierre Rochard a publié un article sur le spéculative attaque sur le dollar en lien avec Bitcoin en 2014. Puis Michael Saylor, il fait exactement cette spéculative attaque-là en misant sur la dépréciation du dollar puis les taux d'intérêt qui sont bas pour acheter un actif qui est moins élastique, en fait. Puis c'est ce que Michael Saylor fait littéralement en ce moment. Voilà. Alors, David, à une époque formidable, pour ceux qui écoutent un peu Télé-Québec, là, que ce soit en redifféré ou en direct, c'est une émission qui est parrainée par Stéphane Bureau, qui est aussi collaborateur à Cube Radio, TVA, qui fait d'excellentes entrevues d'ailleurs. Alors, comment ça s'est passé, ton passage? Donc, évidemment, David parlait de Bitcoin, là. J'espère que ça ne vous surprend pas. Sinon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller réécouter l'émission en ligne là, ou sur votre télé. Sur le site de Télé-Québec. Alors, comment ça s'est passé, ton passage? Encore une fois, c'était assez expéditif. Là. C'était peut-être l'émission dure 30 minutes. C'était peut-être un segment de 10 minutes sur 30, si je me rappelle bien. Oui, exact. Tu étais accompagné de Lightbound. C'est quoi son prénom déjà? Je me rappelle plus. Joël Lightbound, député à Québec, Désiel. Louis Hébert. Ouais. Puis le deuxième, est-ce que je t'ai coupé? Guillaume Désiel, qui est un de mes amis, qui est un stratège numérique, là, un grand défenseur, un grand bitcoiner depuis un bon bout, là, je pense 2016-2017. Alors, comment tu as été approché, puis finalement, comment tu as aimé ton expérience? J'ai été contacté par un des producteurs de l'émission. J'imagine qu'ils m'ont trouvé en googlant mon nom, en googlant genre auteur Bitcoin sur Google, là, québécois, puis ils ont trouvé mon livre. Moi, au début, je pensais que j'avais été référé par l'entremise de mon ami Guillaume, qui est assez connecté dans le domaine des médias québécois. Mais en fait, non, quand ils ont contacté justement Guillaume directement, il y avait déjà mon nom. Fait que je trouvais ça assez cool. Donc, c'est un des... d'ailleurs, j'en profite. Hein, c'est un des avantages d'avoir publié un livre. Et super cadeau de Noël, votre famille, hein, si vous voulez qu'ils comprennent pourquoi ça vaut 100 000 Bitcoin, achetez mon livre. Je vais mettre le lien dans la description. Merci, c'est gentil. C'est au lieu de ceux qui connaissent Bitcoin et qui sont un peu tannés de l'expliquer à leur famille cette année, ils vont venir vous voir à Noël. Dites-leur, ça fait des années que je t'en parle. Maintenant, prends un peu de temps, lis le livre de David, ça devrait t'aider. Fait que pour moi, ma petite pub, merci Gabriel. Donc, oui, donc c'est ça, ils ont trouvé, j'imagine, par rapport au fait que j'ai écrit le livre. Je pense que mon rôle, c'était un peu d'essayer de vulgariser. En fait, on m'avait demandé si tu pouvais expliquer assez simplement c'est quoi Bitcoin. J'ai déjà ma petite formule assez déjà faite, là, que c'est une espèce de façon de transférer de la valeur de manière numérique, mais sans passer par un intermédiaire. C'est tout le temps ça que je fais. C'est ça que ça fait, Bitcoin, en fait. L'argent est déjà numérique, mais on n'a pas le choix de passer par une banque. Fait que je suis beaucoup plus bref que toi. C'est une monnaie. Ah ouais?
Ah oui, oui, en fait, t'as 100%. Ah, puis en passant, il y a plein de monde qui n'arrête pas de dire que c'est pas une monnaie. Hein, et ça vient du problème en français que les gens, il n'y a pas de différence entre money et currency. Les gens disent, non, mais c'est pas une monnaie d'État, tu comprends? C'est pas une currency, mais c'est clairement une money, là. Une money en anglais, c'est quelque chose qu'on acquiert pour vouloir l'échanger plus tard. Clairement, Bitcoin, c'est une monnaie. S'il y a quelque chose que vous pouvez retirer, ça, je suis d'accord avec toi. Mais oui, tu as raison, Bitcoin, au final, c'est une monnaie, mais ce que ça donne de plus aux gens, je pense que ça permet d'échanger de la valeur de manière numérique sans passer par un intermédiaire, ce qui était 100% impossible avant. Mis à part avec l'argent. Pardon, à part avec du cash, exactement. Fait que j'avais aussi, j'avais mes fameux billets, j'avais mes billets en main, fait que j'ai pu présenter mes billets. Donc, comment ça s'est passé? Ben, c'était vraiment très cool. C'était un gros plateau. C'était pas un petit plateau, c'était un gros plateau. Il y avait peut-être une centaine de personnes dans le public. Et ce que je peux te dire déjà qui est assez fou, c'est que j'ai commencé dans le public, puis il y a quelqu'un qui m'a reconnu, mais parce que je suis passé à ton émission. C'est ça que j'ai trouvé. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, je te connais, t'es pas passé à Joe Finance? Ben ouais, ah oui. Ben, je m'appelle David, bonjour. Fait que je me suis fait reconnaître dans le public, la personne à côté de moi, elle m'a reconnu parce que je suis passé à Joe Finance. Donc, Joe Finance, c'est ça, c'est connu. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle de me faire reconnaître pour la première fois de ma vie, mais par rapport à ton émission, à ta chaîne, en fait. Et donc, c'est ça, j'ai commencé dans le public et après ça, je suis allé rejoindre Monsieur Bureau sur le plateau, accompagné de Joël et de Guillaume. Et j'ai été extrêmement impressionné par Joël Lightbound. Il était très, très bon, très efficace, très incisif. En fait, ça paraît que c'est un politicien qui est préparé. Hein. Il y avait ses lignes, il y avait ses statistiques, il y avait tous les cas d'utilisation vertueux, en fait, progressistes, parce que Joël Lightbound, c'est un progressiste. Il y avait tous ces cas d'utilisation progressistes-là pour donner à la télé. Puis c'est ce qu'il faut faire, en fait, dans un média québécois, je te dirais, comme Télé-Québec. Je pense qu'il faut parler aux Québécois, puis les Québécois sont en forte majorité progressistes. Donc, je pense qu'on est mieux de leur parler dans ce que eux, dans leur fenêtre d'Overton, je te dirais, dans leur sujet qu'ils chérissent et qu'ils connaissent. Et je pense que Bitcoin a énormément de cas d'utilisation qui sont progressistes, qu'on pourrait qualifier, et je pense qu'on peut insister là-dessus. C'est ce que Joël a fait avec brio. Évidemment, mon collègue Guillaume Désiel a été excellent comme d'habitude. Guillaume n'a pas la langue de sa poche et est capable de répondre à toutes les questions par rapport à Bitcoin. Puis moi, on m'a demandé de décrire un peu Bitcoin rapidement comme je t'ai parlé au début. Puis après ça, j'ai été capable de quand même décrire qu'est-ce que c'était le minage, pendant l'entrevue. Je pense que je m'en suis assez bien sorti, malgré, pas malgré, mais ça a quand même fait une petite boutade de M. Bureau qui nous a dit Ouais, vous avez l'air à me comprendre entre vous autres, là, mais pour nous autres, c'est pas super clair. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'était une des premières fois qu'on parlait de Bitcoin sans adversaire en prime time. Tu sais, à une époque, il y avait, comment il s'appelle donc? Une époque, il y avait deux protagonistes principaux qui parlaient souvent de Bitcoin à RDI avec monsieur, comment il s'appelle donc? C'est le gars qui fait l'économie à Radio-Can puis à RDI. Gérald Filion. Gérald Filion. Il y avait Jonathan Hamel et à Préfontaine. Comment elle s'appelle? Elisabeth, mais moi, je ne suis pas très bon avec les noms, je suis désolé, mais c'est Elisabeth Préfontaine. Donc, il y avait deux défenseurs, en fait, de Bitcoin à cette époque-là. Peut-être quand j'ai commencé, là, en 2010. Mais eux, je pense qu'ils étaient allés à Tout le monde en parle aussi. Ah oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Jonathan Hamel, je me rappelle. Puis il y avait l'autre gars là, qui était l'ancien de la Caisse de dépôt, qui était complètement perdu, qui disait des âneries à la télé. Là. Oui, absolument, tu as raison. Oui, tu as raison. Le monsieur assez âgé. Oui, je ne me rappelle plus de son nom. C'est pas Miville Deschênes ou quelque chose comme ça? Non. En fait, je ne sais pas. Je ne me souviens plus, mais je sais de qui tu parles, oui. Puis il y avait eu je pense qu'il y avait eu un petit altercation verbale avec Elisabeth, là. Elle avait raconté cette anecdote-là après. Mais bon, oui. Fait à cette époque-là, il y avait eux. Mais maintenant, je pense qu'eux, ils ne le font plus. Ils n'interviennent plus. Et ce que je voulais dire, pourquoi je disais que c'était la première fois qu'il n'y avait pas d'adversaire dans le fond. À chaque fois qu'ils étaient là, eux, il leur mettait quelqu'un, exemple, une des fois que ça m'avait marqué, Gabriel, s'il avait mis un économiste de Desjardins
me souviens plus de son nom. Puis il y avait, M. Hamel avait fait son petit speech qui était très intéressant. Puis le monsieur de Desjardins, tout ce qu'il trouvait à dire, c'est genre, ouais, mais en commençant, pour débuter, ben, Bitcoin, c'est absolument pas une monnaie. Je sais à dire ça. Donc, d'un, tu ne sais pas c'est quoi une monnaie. Même même en 2018 ou en 2017, Bitcoin, c'était une monnaie. Là, pour la raison qu'on a expliqué dans tout, tu n'as pas besoin d'être une monnaie d'un pays. Déjà, Bitcoin est une monnaie d'un pays. Et maintenant, regardez, en passant, El Salvador, hein, aujourd'hui, pour fêter le 100 000 de Bitcoin, je prends du café directement du El Salvador. C'était pour faire un petit clin d'œil à ce pays qui a adopté Bitcoin. Donc, déjà, c'est une vraie monnaie d'un pays maintenant, mais au-delà de ça, c'est money dans le sens de money en anglais. Donc, il leur mettait toujours des gens qui allaient dire des trucs qui n'étaient pas tout à fait vrais, je te dirais, en contradiction. Puis, c'est un peu leur rôle, de mettre les deux visions. C'était juste dommage que ceux qui étaient contre n'étaient pas de niveau, je te dirais, à cette époque-là. Et donc, là, c'était vraiment une entrevue en prime time. Je pense que c'était à 19 h, il me semble, l'émission jouait. Où c'était pas une entrevue c'était pas complaisant, mais c'était pas non plus genre on va essayer de vous démolir. Démolir, ouais. C'était juste par une espèce de curiosité. Et on connaît la qualité de M. Bureau d'intervieweur puis de poser des questions. Moi, j'ai trouvé ça très, très agréable. Il était juste intéressé, il voulait juste en savoir plus. Il nous a laissé parler. Il nous a relancé sur certains petits trucs. Donc, comme tu dis, c'était pas complaisant. Il nous a pas il n'y a personne qui a dit n'importe quoi, puis il ne nous aurait pas laissé dire n'importe quoi. Ce n'est pas dans la nature de Stéphane Bureau non plus d'être complaisant ou, à l'inverse, d'attaquer ses intervieweurs. Je pense qu'il y a toujours une approche d'essayer de comprendre. C'est un des rares, on va dire que c'est un journaliste, là. C'est un des rares journalistes au Québec qui a cette capacité de... Évidemment, on va appeler ça de la neutralité, même si on sait qu'il n'est pas neutre compte tenu que c'est un individu, mais cette apparence de neutralité dans les sujets qu'il aborde. Exactement. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé extra intéressant. J'ai pas eu l'impression d'avoir été invité à un dîner de con pour nous faire démolir ou c'était vraiment pour intéresser les gens. Et la conclusion, c'est que j'ai eu l'impression qu'on avait l'air de trois gars sympathiques, normales, là, pas des espèces d'illuminés qui vont essayer de prêcher une bonne nouvelle ésotérique pour la majorité des gens. C'était juste trois gars, un avec une crédibilité assez forte dans le sens que c'était un député. Ben oui. Oui, c'était un député à l'Assemblée nationale. Il vient dire que Bitcoin, à son avis, c'est un progressiste en plus. Il dit, selon lui, Bitcoin, c'est une bonne nouvelle pour la société. Puis le monsieur, il se présente bien, il parle bien. Il n'a pas l'air d'un vendeur d'assurance. En fait, il est député au Parlement d'Ottawa. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de ce point de vue-là parce que c'était, au-delà du contenu, que c'était juste 10 minutes, c'était juste de mettre un visage, des visages sympathiques devant le public québécois pour dire que Bitcoin, c'est pas nécessairement une espèce de monstre à trois têtes qu'il faut absolument détruire comme la BCE nous le dit. C'est juste un outil d'émancipation financier pour tout le monde qui peuvent s'y intéresser, mettre un peu de temps pour le comprendre. J'aime bien dire aux gens, avant d'essayer ça, avant d'investir ou d'épargner en Bitcoin, peut-être ce serait bien de le comprendre un minimum, voir si c'est fait pour vous. Je pense que ça leur a peut-être intrigué un peu les gens. Puis c'est un des rôles des médias, je pense, de parler de cet actif. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que c'est plus dangereux de ne pas avoir de Bitcoin que d'en avoir un peu. Je pense que c'est plus risqué, en fait, de ne pas avoir de Bitcoin que d'en avoir un petit peu. Le président des États-Unis, le président élu, des États-Unis, dit à la télé qu'il va peut-être faire une réserve stratégique de Bitcoin. Je veux dire, on peut-tu s'entendre que si clairement il y a un avenir là, puis il va se passer quelque chose avec cet actif numérique-là. C'est plus juste un petit jouet de geek qui s'échange pour avoir du plaisir. Là. C'est un vrai actif. De la monnaie magique d'Internet. C'est plus juste la monnaie magique d'Internet. C'est un vrai actif qui va compétitionner, on l'a vu tantôt, sur des marchés qui pourraient absorber une partie du marché de l'or, tout simplement parce qu'il y a un rôle similaire et il est plus adapté au 21e siècle. Donc, moi, je pense que c'est ça que ça a fait, cette apparition. J'étais très, très heureux En fait, j'ai toujours rêvé à ça. Je me disais, un jour, si je pouvais être... J'ai tout fait ces recherches-là. J'ai appris comment vulgariser Bitcoin. Si un jour, je pouvais aller en parler à un public large puis
essayer de leur expliquer c'est quoi pour les aider. Ben, ça s'est fait, puis j'étais très, très content, ça s'est bien passé. Puis tout le monde était super sympathique. Monsieur Bureau était très sympathique. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Et surtout, j'ai trouvé que mes collègues, là, je suis content qu'on ait été 3. Ça ne nous a pas donné beaucoup de temps de parole chacun, mais je pense qu'on a bien couvert les questions qui nous ont été posées parce que chacun a des forces dans différents domaines et on avait toute l'air sympathique et je pense que c'était ça le plus important. Oui, Voilà. félicitations pour ton passage, c'était Merci. super. J'invite aux gens d'ailleurs à aller l'écouter. On termine ça, Ouais. les 5 dernières minutes, pour Yes. parler de la suite. Qu'est-ce qui nous attend du côté de Bitcoin? Bon, dans les cartons, on a la réserve stratégique du côté des États-Unis, peut-être une potentielle révision fiscale. On a aussi au Canada, au plus tard, au printemps prochain, une élection qui pourrait mettre au pouvoir les conservateurs qui, on sait, ont une approche beaucoup plus conciliante avec Bitcoin. Pierre Poilievre, qui est un des rares politiciens qui comprend la monnaie, qui comprend l'économie. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte de Il a voir lu le si... Bitcoin Standard, il faut le souligner. Hein, ce politicien-là a lu le livre de Bitcoin Standard de Steve Dinanimo. C'est quand même super intéressant c'est à quelqu'un savoir. qui s'y connaît, c'est Ouais. quelqu'un qui, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un érudit de la chose, mais qui au moins a des connaissances de base. Et j'ai hâte de voir si, évidemment, ça va influencer la campagne électorale. On sait que Justin Trudeau a déjà ridiculé Pierre Poilievre. Bref, ça fera l'objet probablement d'une vidéo ou d'une autre collaboration ensemble. Mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments dans les cartons. Le prix de Bitcoin vient d'atteindre les 100 000 $. Le prochain seuil psychologique, c'est pas moi qui le mets en place, c'est le million. Ouais. Alors là, est-ce que ça va prendre 2, 3, 10 ans? Personne ne le sait vraiment, mais à mon sens, c'est là qu'on s'en va. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, moi, je pense que ça va prendre plusieurs cycles. Tu sais, si on suit un peu les ordres de grandeur des cycles précédents, est-ce que tu as déjà vu les espèces de graphes là, en forme d'arc-en-ciel là, Oui, qui font une projection comme Rainbow ça? Chart. Ouais. Ouais. Bon, c'est des modèles, hein, ça ne veut pas dire que ça arrive, mais tu sais, le graphe, il suit assez les valeurs extrêmes, là, et autant à la hausse qu'à la baisse. À date, on gère, on reste dans ces modèles. Et je parle, tu sais, je sais pas si c'est un peu l'équivalent du fameux modèle de stock to flow de, tu sais, de Ouais, ça a été invalidé à plusieurs reprises, par Ouais, contre. c'est ça, mais je pense pas Plan que c'est B, là. exactement ça représente ça. Je pense que Non, c'est un autre c'est truc. c'est Ouais. une approche un peu différente, mais je trouve ça intéressant parce que, en fait, tu peux voir à chaque année c'est quoi, qu'est-ce qui serait un Bitcoin un peu surévalué puis un Bitcoin sous-évalué par rapport à l'espèce de charte arc-en-ciel pour donner une image. En fond, c'est que tu as une espèce de range là, qui fait une vague comme ça. Puis, tu sais, c'est sûr que si Bitcoin est dans le haut du range, il serait potentiellement surévalué. Puis, s'il est dans le bas, ben, il serait. Et si on regarde, là, disons, dans ce cycle-ci, ouais, exactement. Tu vois, donc, si tu te mets, ça serait quoi la valeur au milieu du prochain halving, là, dans la valeur du jaune, mettons? Ce serait quoi? Donc, il ne te le donnera pas, mais quoi, on peut-tu parler, mettons, mets-toi en 2026, là, au milieu de tout ça, ça serait quoi à peu près? Ah, tu vois 316, OK? Moi, je pense que ça fait du sens, OK? En termes de top, tu sais, du prochain cycle. Si on regarde l'historique, Du cycle actuel ou du prochain? excuse, du cycle actuel, OK. dans le sens que là, ça ferait du sens qu'on aille virer dans le jaune, là, dans un top, tu comprends? Mais après ça, on peut perdre de 70%, là. Puis ce serait quoi, mettons, dans le mauve, pas le plus bas, là, mais mettons... Moi, ma théorie, c'est que on va se Vas-y. rapprocher du 200. Ouais. Puis quand ça va tomber, je ne serais pas surpris qu'on retourne au sommet du cycle précédent. 70, mettons. 70. Ouais. Ouais. Je Ah ouais, serais vraiment absolument. pas surpris. Je suis d'accord avec toi. Ben, Tu vois, peut-être que je regarde. suis trop pessimiste, là. Tu sais, Non, si tu mais regardes ça. reviens au milieu, puis mets-toi dans le bas du mauve, là. Ça va être quoi la valeur basse? Ben, tu vois, 74. regarde. Ouais, je Tu sais. sais, fait que moi, à mon avis, tout ça est jouable. Tu sais, puis c'est encore là, hein, c'est ça, les amis, c'est des prédictions, ça sort de notre chapeau, c'est basé sur l'historique, puis Fiez-vous pas là-dessus, des là. maths. Fiez-vous pas là-dessus, c'est pas ça. Ah, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est juste, ça nous permet de discuter, de dire, si on se fie sur l'historique, un Bitcoin, puis même, je te dirais, 200 000, Joe, Gabriel, excuse-moi, c'est assez conservateur, à mon humble avis. Tu sais, si on
j'ai l'impression que si on n'atteint pas au moins ça, l'espèce de ce modèle-là serait relativement pas brisé, là, parce que tu vois, c'est Mais quand même à chaque fois, des on atteint, comment dire, des sommets qui sont diminués. Tu qui sais, sont si plus tu fais bas. la Ouais, ben comparaison, oui, ici, on tu le était vois, sorti, tout à ici, fait, on a atteint le rouge, le ici, on est rouge. un peu plus haut que le milieu. Donc, toi, c'est Mais c'est pour pour ça ça que que tu je te parles parle du du jaune. jaune. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je te parle du jaune en plein milieu. Entre Tu sais, 200 et 300, ça serait quelque chose ouais, de réaliste. ouais, c'est ça, c'est ce que je pense. Moi, je trouverais que 200, c'est bas, mais je trouverais que passer 300, ce serait peut-être haut. Ça donne un peu ma fourchette. Je pense qu'on m'avait demandé de faire une prédiction dans un groupe d'amis. Je pense que j'avais dit que le top serait, là, c'est ma prédiction, 278. Moi, je vais y aller plus autour du 200, tu vois. Je suis OK. peut-être un peu plus pessimiste que Ben, toi. c'est parfait. C'est pour ça qu'on échange. C'est Mais pour c'est ça quand qu'on même, est là. je veux dire, on double. Puis Ouais, après, quand on va tomber dans le bear market, je serais vraiment pas surpris, 60, 70, tout à qu'on fait. retourne autour de ça. Et là, on va avoir tous les économistes fiat qui vont nous dire que Bitcoin est mort, qu'on s'est Ouais, trompé, c'est qu'on a ça. fait perdre de l'argent à plein de gens, puis que c'est la catastrophe, puis Bitcoin ne va jamais s'en remettre. Pour que le prochain cycle suivant, ben, la même motadite histoire La se même cassette reproduise, qui que réchauffe. ça Ouais. remonte. Et c'est pas, tu sais, je tiens à dire que c'est pas basé sur du vent, là. C'est pas, je veux dire, on parle d'adoption. S'il y a des réserves stratégiques, si, je dis, c'est ça. Attends, j'avais noté quelque chose par rapport à ça, Gabriel. Ça va prendre 2 secondes, là. C'est Lynn Alden qui avait tweeté, OK? En 2018, là, quand on a atteint 20 000, elle parlait, la- les raisons, c'était It's just a speculative bubble. C'est juste une bulle, OK? Après ça, le plus haut sommet de, disons, 2020-2022, c'est juste à cause du zéro intérêt, tu sais, 0% d'intérêt, Hmm. puis le fameux chèque de stimulus. Puis là, ben là, notre nouveau sommet, ben c'est juste à cause de l'élection de Trump De puis Trump. du lobbying. Tu sais, à chaque fois, mais à chaque fois, c'est juste à cause de, c'est juste à cause de. Ben, il y a toujours une espèce de raison. Ben, c'est normal, en fait, c'est que c'est l'effet de réseau, il y a de plus en plus de gens qui le connaissent, puis tu sais, si tu me permets d'ajouter au niveau des réserves stratégiques, là, on parle beaucoup des États-Unis, on se demande ce que le Canada va faire. D'ailleurs, en passant, j'aime ça mentionner ça. Le Québec a une réserve stratégique de sirop d'érable. Pourquoi on n'aurait pas une réserve stratégique de Bitcoin? En Parce fait, qu'on est trop con. non, mais, non, mais tu sais, c'est quand même fou de penser ça. Puis c'est vraiment le vrai terme. Au Québec, on a une réserve stratégique de Bitcoin. En fait, c'est littéralement une gestion de l'offre. Ils stockent des tonnes de sirop d'érable. Et ça fait, en passant, il y a une Ça série fait qu'on là-dessus paye sur plus Crave. cher. Il y a une série là-dessus sur Crave d'un vol qui a eu lieu les années, je pense, 2012. Il y avait une gang qui avait volé la réserve stratégique de. Donc, on a déjà une réserve stratégique de sirop d'érable. On pourrait avoir une réserve stratégique de Bitcoin. Et je voulais juste dire rapidement que j'ai un ami qui est allé au Bhoutan. OK? Il s'appelle. J'ai un ami qui vit en Suisse, d'ailleurs, qui a mis attends, il a mis au Parlement. En tout cas, en Suisse, tu peux Hmm. déposer des Faire des pétitions. référendums, des pétitions. Ouais, ouais. Exactement. Puis là, il y en a mis un pour que. Il y en a créé un qui a été déposé. Il faut qu'il y ait 100 000 signatures. Puis, ça a été déposé là, officiellement. Fait qu'il va y avoir vraiment une signature, une espèce d'un jour, s'il ramasse assez de signatures, il va envoyer faire de la démocratie directe pour savoir s'il va. C'est Yves, c'est mon ami Yves qui fait ça. Et je voulais juste dire rapidement qu'il est allé au Bhoutan dans une vraie mission par rapport à Bitcoin, dans une espèce de conférence où le Bhoutan veut faire une espèce de ville, zone économique spéciale, juste au-dessus du plateau de l'Inde, faire un aéroport, tout ça. Fait qu'il y a comme une espèce de gros projet. Puis Bitcoin, le Bhoutan, on le sait, ils minent, puis ils Oui. ont une réserve de Bitcoin. C'est fou, pareil, un pays dans le Népal, un petit pays assez pauvre. Là, les gens, c'est des paysans en général là-bas, c'est dans la montagne, tout ça. Puis ils ont une réserve stratégique de Bitcoin et ils en minent au fil de l'eau parce qu'ils ont beaucoup d'hydro, ils veulent construire un gros barrage. Et il y a, dans cette mission-là, il y a vraiment une équipe qui était dédiée à Bitcoin, puis ils ont une start-up là-bas. Le pays a une start-up, c'est eux qui minent, c'est eux qui ils ont fait une espèce de société d'État qui gère ça. Et l'anecdote la rumeur veut qu'il y aurait quelqu'un durant un des dîners aurait demandé c'est quoi la stratégie de Bitcoin du roi. Puis il semblerait que le roi, sa stratégie, c'est HODL. Fait que je voulais le mentionner, que c'est quand même fou. On est rendu là où il y a un roi d'un pays comme le Bhoutan qui a une réserve stratégique de Bitcoin qui en mine, puis il a compris, c'est vraiment un hodler, il s'est fait poser la question, puis c'est un peu une boutade, je pense, j'ai un peu appris le contexte.
Puis, c'est ça, il semblerait que le roi soit sensibilisé, il fait ça pour conserver le Bitcoin plus longtemps, un peu comme Trump a dit à la conférence de Bitcoin. Donc, c'est ça, on est rendu là. Gabriel, v'là 3 ans, on parlait du institutional, là, le prix va monter parce que l'institutional, il va arriver, les ETF sont arrivés, il y a des compagnies d'assurance qui achètent des bons émis par une compagnie qui achète des bitcoins pour s'exposer à ça. Donc ça, c'est institutional. La prochaine étape, c'est l'adoption d'État avec les désavantages un peu qu'on parlait au début, que c'est un peu étrange. Bitcoin, c'est un outil anti-État, ça pourrait devenir une espèce de réserve, une monnaie de réserve mondiale, techniquement, qui pourrait concurrencer le dollar US, fait que c'est un peu étrange. Mais on est rendu là. Il y a différents pays qui s'y intéressent. Il y a même il y a une pétition en Suisse en ce moment. Il y a même comment il s'appelle le gars qui a Aqua, là, il se promène un peu partout pour aider les pays à adopter Bitcoin. Il a mentionné qu'il y avait une banque centrale en Europe qui l'avait appelé pour faire un meeting. Il n'a pas dit c'était laquelle. Tu sais, ça bouge, là. Il y a donc, si ça se réalise, les États se servent vraiment de Bitcoin pour faire un peu une espèce de compétition à l'or, ça pour soutenir la valeur de leur propre monnaie aussi. De leur propre monnaie, exactement. Si tu me permets rapidement, c'est fou. As-tu déjà regardé ce que la banque centrale suisse fait? Tu sais qu'ils ont quitté le dollar l'or, le talon or en 2000 parce que leur monnaie était surévaluée. Donc, ça leur causait problème. C'est difficile, c'est ta monnaie surévaluée pour les exportations, tout ça. Donc, ils ont dit, on va faire la game fiat, comme tout le monde, on va imprimer de la monnaie. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la monnaie et ils l'investissent. Fait qu'au lieu de payer de l'intérêt à chaque année, comme tous les autres pays d'Occident font, ils émettent des bons, ils payent l'intérêt, ils se financent avec ça. Eux, mettons, ils émettent un bon à 2 ils prennent la monnaie et ils l'investissent, je ne sais pas moi, à 4, 5, 6 ailleurs. Donc, ils impriment de l'argent, mais ils font de l'argent avec leur monnaie imprimée. C'est quand même fou. Donc, parce que ce pays-là n'a pas besoin de se financer en émettant des bons parce qu'ils sont responsables fiscalement. Fait qu'imagine, c'est une technique de banque centrale. Et ce que je voulais dire avant, c'est le graphique où on voyait le market cap, la capitalisation de Bitcoin à 2 trillions, puis on voyait l'or à côté. Le fait que les banques centrales, potentiellement, pourraient avoir une réserve stratégique de Bitcoin, c'est un des exemples de comment Bitcoin peut aller grappiller un peu du marché de l'or, parce qu'une fois que les banques centrales possèdent des Bitcoins, il est en compétition un peu avec l'espèce de garder cette valeur-là sur leur bilan pour soutenir, un peu garantir ou soutenir un peu le réseau de la monnaie. Ça prouve que, clairement, Bitcoin, au niveau des États, puis même au niveau des individus, il peut peut-être y avoir de moins en moins de gens qui vont vouloir posséder de l'or, vont peut-être vouloir plus posséder du Bitcoin pour se protéger contre l'inflation comme valeur refuge. Il va grappiller dans le marché, puis peut-être qu'éventuellement, on va arriver au fameux, je ne sais pas, millions, peut-être 10 millions dans 21 ans, comme Saylor le mentionne. Ce n'est pas un conseil financier, ce n'est pas une prédiction, c'est dans très longtemps, mais c'est juste pour vous expliquer c'est quoi le phénomène qui pourrait nous amener là. C'est si, justement, les banques centrales en accumulent pour, comme tu disais, soutenir peut-être leur monnaie. Voilà. Donc, chers camarades boursicotteurs, je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on vous avait dit qu'on allait aborder aujourd'hui. On a célébré l'atteinte du 100 000 $. Donc, on espère un jour pouvoir célébrer l'atteinte du million de dollars dans quelques années, on l'espère. Rendu à 1 million, là, on pop du Veuve Clicquot, puis on fait ça en personne. Bon, on est allé cheap un peu, là, parce que on a une préférence temporelle très basse. Là, exactement. Mais pour le million, on fait ça en direct des Alpes ou quelque chose comme ça. Ça va être fou. Exactement. Donc, David, je te remercie pour ta collaboration, pour avoir participé à l'émission comme toujours. C'est toujours apprécié, c'est toujours intéressant, instructif de discuter avec toi. Puis, pour les gens, il y a le livre de David, le lien est dans la description. Sinon, je ne sais pas, David, les gens qui veulent te rejoindre, de quelle façon peuvent-ils le faire? Comme d'habitude, sur Twitter, si vous avez des questions, gênez-vous pas, j'aime ça répondre aux gens, on peut échanger. Si vous avez des questions sur l'histoire de la monnaie, même des petites nouvelles rapides là, que je peux te dire, je suis en train de m'éduquer formellement en économie parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je suis inscrit à l'université à distance, je fais mon cours de micro, macro, économie internationale pour que dans les prochaines années, quand on va continuer à couvrir ces sujets-là, on puisse parler, justement, connaître plus ces sujets-là, parce qu'éventuellement, c'est ça qui va être intéressant, la dynamique, la théorie des jeux entre les pays pour l'économie mondiale, ça va être super intéressant. Donc, je me prends
j'étudie ça formellement pour avoir les armes pour quand on va m'inviter justement à Tout le monde en parle ou avec Gérald Filion, que je puisse savoir de quoi je parle, pas dire trop d'âneries. J'aimerais ça prendre ce rôle-là. Fait que je me forme, puis quand on va devoir discuter sérieusement, je serai là, puis je vais pouvoir partager ce que j'ai appris avec les auditeurs, que ce soit sur ta chaîne ou à Tout le monde en parle, espérons-le. Alors, merci à tous. Au plaisir.